On est content d'être ensemble, tous ensemble pour cette conférence du Grand Circuit, puisqu'on recommence notre cycle de conférences. On ne s'était pas vu depuis mars, hein, d'ailleurs. Il fait très beau aujourd'hui, chers conférenciers. On a dit qu'on allait être sobre. Forme de sobriété qu'on s'applique à nous-mêmes. Donc on n'a pas mis la clim dans la salle. On est en mode université d'été où on a tous à peu près presque enlevé les vestes pour cette conférence. Alors, on est ravis de vous accueillir effectivement sur cette conférence Rénovation globale en copropriété, solutions et travaux qui va durer environ 2 heures, sur lequel on va aborder ce sujet. Vous voyez, donc c'est dans le cadre d'un cycle de conférences qui dure toute l'année, qui est co-organisé, merci à vous, avec l'Agence parisienne du climat et Rénovons Collectif. Merci Célia d'être avec nous et de représenter l'Agence parisienne du climat aujourd'hui. Chers partenaires, voilà, vous avez vos petits logos, je vous remercie. Vous avez un trombinoscope de toutes les personnes présentes. On a une petite absente aujourd'hui qui est Rénovons Collectif pour cause de souffrance. Mais en tout cas, tous les autres sont là. On a le plaisir de vous accueillir. Alors peut-être, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un premier tour de table de présentation à toutes et tous. Et puis ensuite, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bonjour. Ouais. Donc Thomas Megelin, directeur commercial de chez VTI. VTI, une entreprise qui est basée à Frontignan, juste à côté de Sète. Donc on est là effectivement dans le cadre on fait de la rénovation de logements sociaux et de copropriété. En ventilation. En ventilation, exactement. Voilà, pour continuer, Aurélien. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Linger, directeur commercial groupe Lauriard. Je représente la marque Lorénov Grand Compte, service du groupe Lauriard. Donc, nous sommes un groupe fabricant et installateur de menuiserie extérieure, tout matériaux, PVC bois alu, mixte bois alu et tout système d'occultation. Et donc, on intervient dans les copropriétés pour le remplacement des menuiseries, que ce soit menuiserie privative ou menuiserie collective. Et donc, l'enjeu de cette conférence, c'est de vous détailler un petit peu les solutions possibles de remplacement de menuiserie d'occultation. Voilà, pour continuer. Bonjour à tous, Eric Balèche, directeur commercial de la société Spebi. Donc Spebi, c'est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique qui à la base est plutôt une entreprise ravalement, mais qui a évolué compte tenu de l'évolution des obligations liées à la rénovation énergétique. Merci Eric. Bonjour, Martial Delpy, je représente la CAPEB, qui est l'organisme professionnel des artisans du bâtiment, et je suis gérant d'une entreprise d'une dizaine de salariés qui fait beaucoup de rénovation énergétique globale, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, dans le bâtiment ancien notamment. Et puis je participe à un certain nombre d'instances autour du RGE, de Qualibat, les qualifications et les techniques novatrices dans le bâtiment pour tout ce qui est économie d'énergie, notamment avec le CSTB, donc, qui est l'organisme certificateur et normatif. Donc voilà, s'il y a des questions, on pourra aussi aller sur ce domaine. Bonjour à tous, à toutes. Célia Rousselet, moi je travaille à l'Agence parisienne du climat. Je suis conseillère copropriété. L'APC, je vous la présenterai rapidement tout à l'heure, mais c'est une association et entre autres choses, on accompagne les copropriétés qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Bonjour, Irène Demout, donc membre de la Fédération française du bâtiment, Grand Paris, et également au conseil d'administration de l'association Rénovactive, qui déploie une formation pour toutes les entreprises de la région parisienne et de la Petite Couronne sur le défi de la rénovation énergétique. Voilà, on en reparlera. Gardez les micros. Alors, on avait dit, Martial, pour commencer, tiens, peut-être Eric ou Eric, vous allez partager le micro ensemble. On avait dit, Martial, vous alliez commencer par nous faire un petit tour d'horizon sur la partie patrimoine, parce qu'effectivement, avant de commencer une rénovation énergétique, il faut s'assurer qu'au niveau technique, tout fonctionne bien, et il faut faire une analyse patrimoniale du bâtiment. Oui, c'est très important en fait d'anticiper et de connaître le bâtiment qu'on veut rénover. Les constructions au fil des siècles ont évolué, les techniques,
les matériaux. Et bien sûr, suivant les modes constructifs qui sont utilisés ou qui ont été utilisés sur un bâtiment, eh bien, les techniques et les solutions que l'on va mettre en œuvre dans le cadre d'une rénovation énergétique vont très largement différer. Un exemple très simple, on peut mettre des produits pétroliers type polystyrène sur du béton, pas d'impact. On met ça sur de la pierre et vous avez 90 chances sur 100 d'avoir des problèmes structurels dans 40 ans. Donc il y a un certain nombre d'incompatibilités sur les matériaux qu'il faut prendre en compte, il faut regarder tout ça. Donc il y a énormément de choses à regarder dans un bâtiment. J'ai pris l'exemple des murs, mais c'est vrai aussi pour les fenêtres, c'est vrai pour tout ce qui constitue un bâtiment. Un bâtiment, c'est vivant, c'est très vivant même, et il faut s'assurer que la stabilité et la vie du bâtiment, elle continue après l'intervention de rénovation énergétique. Ça veut dire que l'anticipation sur la connaissance du bâtiment et sur l'ensemble éventuellement de ces désordres, il faut les traiter avant. D'où beaucoup d'études, beaucoup de recherches et de compréhension avant même de pouvoir se lancer dans une offre globale de rénovation et dans les différentes solutions à mettre en œuvre, que ce soit pour les fenêtres, les ventilations ou même d'autres sujets. On peut parler d'électricité aussi ou de chaufferie. Voilà. En termes de massification, alors effectivement, il y a un enjeu aussi de massification des rénovations dans la ville. Effectivement, alors on va parler peut-être un petit peu plus du milieu urbain qui est Paris et la métropole. On peut distinguer deux zones importantes. Vous avez Paris et la Petite Couronne qui est très dense, qui est avec des habitats qui sont de type collectif, typiquement les copropriétés, et pas mal de petits pavillons. Simplement, ils sont toujours accolés les uns aux autres, décalés, ils ont été modifiés, restructurés, c'est-à-dire qu'on a un bâti qui, à chaque fois, est différent. Il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent, et pourtant, il y a une énorme masse d'habitats qui sont à rénover. Donc là, le gouvernement, par le biais du CSTB, notamment avec le programme Profil, a mis un certain nombre d'initiatives en place avec des entreprises, des accompagnants, des certificateurs. Tout le monde est partie prenante pour voir comment, dans la masse de bâtis que l'on a à traiter, on va arriver à trouver des solutions qui sont réplicables et donc diminuer les coûts pour pouvoir refaire avec un certain nombre de variantes les solutions d'amélioration énergétique du bâtiment. Il est vrai qu'en région parisienne, Paris Petite Couronne, c'est assez compliqué du fait de la densité. Dès qu'on s'écarte un petit peu, les solutions sont un petit peu plus réplicables. Oui. Hein, voilà. Irène, pour la FFB du Grand Paris, effectivement, on voit qu'il faut densifier, mais aussi il faut former les opérateurs. C'est ce sur quoi vous travaillez, qui soient en capacité aussi à opérer ces rénovations. Tout à fait. En fait, au sein de la FFB du Grand Paris, a été créée en 2018 une association qui s'appelle Rénovactif. Et Rénovactif a pour mission d'aider et de guider les entreprises dans la rénovation énergétique. De ce fait, on axe notre formation sur 4 thèmes importants. Donc, l'audit énergétique, bien évidemment, tout ce qui concerne la réglementation thermique, ainsi que tout ce qui va avoir attrait à l'approche globale de la rénovation énergétique dans son ensemble par rapport à une vision, comme le disait tout à l'heure la CAPEB, pour tout ce qui est connaître son bâti. Non seulement il y a différentes typologies de bâtiments, mais à l'intérieur de ces typologies, vous avez des gros thèmes comme la ventilation, tout ce qui concerne aussi le chauffage, la façade, l'isolation thermique aussi des toitures terrasses, et il faut prendre tout ça en compte. Donc il est important d'avoir une vision globale du bâtiment et non pas du coup par coup pour éviter tout type de catastrophe par rapport à la rénovation énergétique. Oui, Martial, tiens, vous allez... Eric, tu peux partager ton micro avec Martial, peut-être que vous puissiez vous parler en écho, tranquillement. Merci à vous. Martial, on voulait faire un petit retour d'expérience sur un bâtiment là, pour faire écho effectivement sur
sur ce sujet sur lequel vous, en plus, vous connaissez bien la partie électricité, chauffage. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, au niveau de la CAPEB, nous, on s'implique le plus tôt possible dans les dossiers au niveau des copropriétés. On travaille avec l'APC, notamment sur certains programmes. Et en ce moment, on est en train de travailler rue d'Avron sur un programme qui est assez important. Ce sont 3 bâtiments d'une même copropriété qui se font l'un après l'autre. Et ce dont on se rend compte, c'est que même en ayant fait toutes les études, même en ayant fait toutes les préparations, en ayant éliminé le plus possible les doutes que l'on peut avoir sur le bâtiment, on trouve encore des choses qui nous surprennent au moment où on passe à l'exécution. C'est-à-dire que le travail en amont, forcément, il y a des éléments qu'on ne va pas faire. On ne va pas casser des appartements complets pour se rendre compte exactement comment sont les murs. Alors on fait des sondages et bien sûr, les bâtiments, ils ont changé au fil des ans. De par les occupants, on restructure un appartement, on fait un duplex, on met des isolants par-ci, on change des fenêtres. Et au bout du compte, la généralité, la compréhension générale du bâtiment que l'on a avec les études au départ, on s'aperçoit que sur le terrain, il y a des différences. Il y a des différences. Et ça, il faut le prendre en compte au niveau de la copropriété. Il faut toujours penser que vous aurez dans le bâtiment ancien des surprises. Donc ces surprises, il faut les financer aussi. Il faut en conserver dans la tête que vous aurez un aléa de 5-10% de votre budget qui peut être impacté par les différentes découvertes. Oui, vous Sur voulez le cas d'Avron, par exemple, il faut prévoir une enveloppe financière pour gérer les surprises, que les copropriétaires ne soient pas pris comme ça au dépourvu en disant je ne peux pas faire les travaux alors qu'il faudrait que je les fasse. Exactement. Pour une isolation par l'extérieur, le mur, il doit être sain. On ne vient pas mettre par-dessus, recouvrir quelque chose qui n'est pas sain. Et bien sur le chantier d'Avron, par exemple, on a découvert un élément structurel qui était complètement pourri, qu'il a fallu remplacer. Donc ça, c'est pas découvrable. Quand c'est au milieu d'une façade à 10 mètres de haut, vous n'êtes pas allé faire un petit sondage à cet endroit-là précis pour savoir si cette poutre en question, elle était pourrie ou non. Et celle du dessous, elle était bonne. Ouais. Voilà. Irène, est-ce que les entreprises, effectivement, sont sensibilisées à ces sujets parce que finalement, ils découvrent des choses et puis donc il y a des budgets supplémentaires. Est-ce qu'ils sensibilisent les copropriétaires en disant mettez une petite enveloppe de côté pour le cas où? Tout à fait. Ce qui se passe quand vous êtes du bâtiment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance, c'est que le bâtiment est vivant. Et bien que vous ayez des préconisations en départ sur ce que vous allez faire, sur la façade, sur la toiture, sur la ventilation, il est vrai qu'on découvre toujours, souvent, bien qu'on soit très précis dans nos remises d'offres, il faut toujours avoir un aléa. Et justement, ça fait partie de la formation qu'on donne à nos entreprises, c'est d'avoir une offre qui permette d'expliquer aux copropriétaires que lorsque l'on sera sur le bâtiment, s'il y a des découvertes, on puisse avoir une enveloppe, et c'est souvent le cas en copropriété, il y a toujours un aléa de 5 à 10% qui est voté en Assemblée générale pour justement pallier à ces problématiques qui ne seront découvertes que lorsque nous serons en travaux sur les copropriétés. Éric de l'entreprise PEVI, oui. C'est exactement ce que j'allais dire, mais autrement. Il faut absolument qu'il y ait des aléas. Il y a toujours des surprises, surtout lorsqu'on touche à la rénovation énergétique, parce que finalement, lorsqu'on fait de la rénovation énergétique, il s'agit avant tout de toucher à la structure du bâtiment. Donc il y a quand même de grandes chances, on touche à des immeubles qui ont 40, 50 ans, et donc il y a de grandes chances à ce qu'il y ait des surprises. Et lorsqu'il y a un budget qui a été voté, le problème c'est que si il y a un rajout de 5-10%, comment vous faites si ça n'a pas été voté en AG? Parce que le vote en AG, c'est au centime près. Donc s'il y a un aléa de 5%, s'il n'est pas voté, c'est nous, entreprises, qui devons jongler
avec ça, et c'est quand même assez compliqué. Oui. Allez, on va continuer avec Célia. Alors, Célia, on continue ce premier tour de table, hein. On va arriver à tout le monde. Vous êtes impatients. On a prévu d'une petite présentation, hein, Célia. Oui, tout à fait. Je vais vous donner la zapette, Ok. comme ça. Vous allez pouvoir avancer. Effectivement, on a vu, là, on a parlé des aspects techniques, hein, des précautions qu'il faut prendre. On a commencé à parler de la formation, de la nécessité de former les professionnels et qu'ils encadrent correctement. C'est ce qu'ils font, hein, ces projets de rénovation énergétique. Maintenant, on va voir comment trouver les étapes d'un projet de rénovation et puis les financements qui sont associés. Ça va être l'objet de votre présentation. Tout à fait, parce que l'Agence parisienne du climat, on est aussi un acteur qui est là pour vous accompagner et vous éviter tous ces déboires, à la fois en vous informant, mais aussi en vous orientant vers les bons professionnels, vers les bonnes étapes de votre projet. Donc effectivement, avant de vous présenter les grandes étapes typiques d'un projet de rénovation énergétique, vous parlez rapidement de l'agence. L'agence, on est une association qui a été mise en place il y a une dizaine d'années à l'initiative de la ville de Paris pour mettre en œuvre son plan climat. Et donc dans ce cadre-là, on agit dans tout un tas de domaines, dont celui de l'habitat, pour accélérer la rénovation énergétique des logements d'une part, mais aussi des copropriétés à Paris. Et donc dans ce cadre, nous sommes une quinzaine maintenant, un peu plus, de conseillers, conseillères pour vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre bâtiment. Et tout cela, ça passe, pour commencer, en tout cas la première étape, c'est de s'inscrire sur Coach CoPro. Coach CoPro, c'est une plateforme que nous avons mise en place pour vous permettre d'arriver à un conseiller, conseillère et d'avoir accès à un accompagnement personnalisé, neutre et gratuit. Nous sommes là donc pour vous accompagner, nous sommes là aussi pour vous aider à trouver des professionnels, puisque nous avons mis en place un annuaire de professionnels, dont vous retrouverez le lien sur la présentation là à droite. Nous sommes là aussi pour vous accompagner à relire les devis de toutes les prestations que vous aurez tout au long de votre projet. Et Coach CoPro, c'est aussi un centre de ressources où vous pourrez trouver des documents pédagogiques pour vous, mais aussi pour transmettre à votre copropriété, et où vous pourrez être tenu au courant des conférences comme celle d'aujourd'hui qui vous permettent d'en savoir toujours plus sur la rénovation énergétique. Et donc c'est une plateforme sur laquelle n'importe qui peut s'inscrire, syndic, copropriétaire, que vous soyez au conseil syndical ou non, et même si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir vous lancer dans un projet de rénovation énergétique, vous pouvez vous inscrire, c'est simple, et on pourra vous conseiller au mieux. Donc, pour avancer un peu plus dans ma présentation, vous avez là les 3 grandes étapes d'un projet de rénovation énergétique. La première, on l'a vu, c'est important de faire des diagnostics, de savoir sur quoi on va agir dans le bâti. Et donc la première étape, c'est de faire un diagnostic technique global, qui est un diagnostic à la fois énergétique et architectural de votre bâtiment ou de vos bâtiments. Je ne vais pas revenir là-dessus en détail parce que vous avez eu une conférence en mars qui est d'ailleurs disponible sur le site du Grand Circuit au sujet du DTG et des audits. Mais sachez que donc à la fin de votre DTG, vous avez des scénarios de travaux qui vous sont proposés pour améliorer la performance énergétique de votre bâtiment. Et pour chacun de ces scénarios de travaux, vous avez un niveau de gain énergétique fixé, une évaluation des coûts de travaux et une évaluation des montants de subventions que vous pourrez mobiliser. Donc c'est un guide très important qui vous permet ensuite, si vous le souhaitez, de vous lancer plus sereinement dans une phase de conception. Cette phase de conception, l'acteur le plus important, c'est le maître d'œuvre, qui est un ou une architecte, le plus souvent, qui est là pour déjà dessiner le projet pour votre copropriété, pour réaliser les demandes d'autorisation d'urbanisme auprès de la ville de Paris, et pour vous aider à trouver des entreprises de travaux qui se positionneront sur votre projet. Cette phase de conception, elle est très importante, notamment pour creuser un peu toutes ces questions de faisabilité et pour ne pas avoir de déboires ensuite au moment de la réalisation des travaux. Donc c'est important de ne pas, après le diagnostic, se lancer directement dans la réalisation des travaux. Oui, puis c'est bien fait, ça peut limiter aussi cette incertitude sur les budgets qui pourraient être dépensés après, hein, j'imagine. Tout à fait, parce que cette phase de conception, c'est une phase d'affinement des budgets et d'affinement aussi des montants de subventions que vous pourrez mobiliser. Puisque à la fin de la phase de conception, déjà, vous avez une connaissance précise des entreprises qui sont prêtes à venir intervenir sur votre copropriété et donc de leurs coûts. Et vous avez également un acteur qui est très important d'avoir avec vous à ce moment-là, qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO.
qui est un acteur financier, mais qui peut aussi avoir d'autres rôles, mais principalement financier, qui aura pour rôle déjà de vous permettre d'identifier les financements mobilisables pour votre copropriété et votre projet, mais également de monter les dossiers de demande de subvention, de faire tout ce travail administratif, et également contracter des prêts collectifs si vous souhaitez en contracter. Voilà, et donc on arrive à la fin de la phase de conception et vous avez une idée précise des coûts de travaux, des montants de subvention et du projet que vous souhaitez réaliser, et c'est à ce moment-là qu'on vote les travaux. Et là, le maître d'œuvre continue de vous accompagner pour lancer le chantier, pour suivre le chantier, coordonner tous les acteurs et réceptionner les travaux à la fin. Donc je vous l'ai remis, mais tout au long de ce projet, c'est aussi important de réfléchir à comment est-ce qu'on communique au sein de sa copropriété, comment est-ce qu'on informe en permanence tout le monde du projet qui avance. Voilà. Donc Tu veux intervenir ? Célia, non, c'est bon ? C'est bon ? Ok. Cette présentation des différentes étapes, elle me permet ensuite de pouvoir m'appuyer dessus pour vous présenter les financements que vous pourrez mobiliser à chaque étape de votre projet. Tout d'abord, on a vu la première étape est de faire réaliser un diagnostic technique global. Ce diagnostic peut être subventionné à hauteur de 5 000 € par la ville de Paris si vous êtes à Paris et par la métropole du Grand Paris si vous êtes dans les communes hors Paris de la métropole. Pour en bénéficier, il faudra s'inscrire sur Coach CoPro pour être mis en relation avec un conseiller, une conseillère de Coach CoPro. Et il faudra choisir des professionnels de notre annuaire et que le devis transmis soit conforme à un référentiel que nous avons mis en place avec l'ARC pour vous accompagner à mieux cibler votre demande au moment où vous vous lancez dans un diagnostic. L'étape qui suit le diagnostic, c'est donc la phase de maîtrise d'œuvre conception, on l'a vu, qui est subventionnable aussi à hauteur de 10 000 € et un peu moins pour les toutes petites copropriétés de moins de 5 lots. Pareil, pour bénéficier de cette subvention, il faudra s'adresser à votre conseillère Coach CoPro. Et surtout, il faut noter qu'elle vise à encourager les démarches ambitieuses et globales. Et donc, pour pouvoir en bénéficier, il faudra s'engager à étudier un scénario de travaux qui permet 35% de gains énergétiques. On parle donc d'un projet ambitieux énergétiquement. Voilà, et donc avant de vous parler un peu plus des subventions mobilisables pour vos travaux de rénovation énergétique, je souhaitais vous présenter ce schéma qui est assez bien fait, qui vous présente tous les postes que peut recouvrir un projet de rénovation énergétique et donc tous les postes de travaux qui peuvent être subventionnables dans le cadre d'un projet. On parle d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, mais on parle aussi de changer les fenêtres, que ce soit en partie commune ou privative. Ça peut être une action sur le système de chauffage de l'immeuble, une action sur la ventilation, très importante à prendre en compte dans un projet de rénovation énergétique. Mais un projet de rénovation énergétique, c'est aussi, ça peut inclure de la végétalisation ou des actions pour le confort d'été. Voilà, et donc cette slide aussi pour appuyer ce que vous disiez tout à l'heure, qui est l'importance de mener une démarche globale, une démarche de rénovation globale, à la fois pour éviter des impairs, mais aussi pour maximiser l'amélioration de la performance énergétique de votre bâtiment. Et c'est ces démarches globales, une démarche globale, c'est-à-dire qui intègre plusieurs postes de rénovation énergétique parmi ceux qui sont cités là. Cette démarche globale est aujourd'hui encouragée dans les financements qui existent à l'échelle nationale comme locale. Donc, voici les deux dispositifs qui existent aujourd'hui pour financer une rénovation globale en copropriété. La première, c'est MaPrimeRénov' copropriété, qui est une subvention nationale versée par l'ANA, que vous pourrez mobiliser à partir du moment où votre projet permet 35% de gains énergétiques. Donc c'est pour les gros projets de rénovation énergétique. Et le montant de cette subvention est de 25% des coûts de travaux hors taxes de votre projet. Et ce dispositif-là est cumulable avec un autre dispositif qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, qui là ne concerne que les copropriétés qui sont sur le territoire parisien. Ce dispositif qui vous permet à la fois de bénéficier d'un financement total ou partiel de votre assistance à maîtrise d'ouvrage, mais également de bénéficier de subventions travaux qui vont de 10 à 35% des coûts de travaux hors taxes. Donc tout cela pour dire qu'aujourd'hui, si vous vous lancez dans une démarche globale de rénovation énergétique, vous avez beaucoup de dispositifs qui peuvent venir soutenir votre ambition.
Et pour finir, citez tout de même les autres aides et dispositifs qui existent pour vous appuyer dans votre projet. Tout d'abord, sachez que vous meniez une rénovation globale ou non, vous pouvez mobiliser les certificats d'économie d'énergie, à mobiliser par votre syndic ou votre assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous bénéficiez d'une TVA à 5,5% pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique. Et pour finir, si c'est un souhait de la copropriété et de au moins 2 copropriétaires, sachez qu'il existe un éco-prêt à taux zéro copropriété, qui est un prêt collectif qui vous permet à la fois d'avancer les montants de subvention, mais aussi de simplement d'étaler le paiement de vos travaux dans le temps sans payer d'intérêt sur tout cela. Voilà, et donc terminé, pour revenir à la première étape d'un projet, si vous souhaitez vous lancer dans un projet, la première étape est de s'inscrire sur Coach CoPro pour que l'on puisse vous accompagner au mieux. Merci beaucoup. Voilà, merci Célia pour cette présentation. Je vais reprendre la zapette. On va faire un petit quiz et un petit jeu ensemble. Ça, c'est une nouveauté. Alors, est-ce que, chers conférenciers, aussi, vous avez tous vos portables sur la scène ? C'est un quiz qu'on va faire en ligne sur lequel on va voir votre niveau de connaissance sur la rénovation énergétique. Ça, c'est pour introduire la deuxième partie de ce grand circuit sur la partie entreprise, hein, puisqu'on va aborder la partie travaux. Ça a été lancé, hein. Tu l'as lancé. Voilà. Alors, rénovation énergétique. Alors, attention, je vous donne les règles s'il faut répondre le plus vite et les meilleures réponses. Parce que plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Les meilleures réponses, vous avez plus de points. Alors, classe la plus importante, à la plus faible déperdition de chaleur. Enlève l'image, Benjamin. Il faut monter, descendre, vous voyez les blocs. Vous avez une petite image à côté qui vous aide. Et celle qui est le plus important, il faut le mettre en haut. Et celle qui est le moins important, il faut le mettre en bas. Hein. Je vous laisse les classer. Vite fait, une fois que vous avez classé, vous validez. On vous attend que vous ayez validé. Tout le monde l'a fait d'ailleurs. Benjamin, ça y est ? Le temps est défilé. Allez, deuxième question. J'avance. Tableau des scores. Voilà. Allez, c'est Nico. Alex, 500 points. CH, Célia, 500 points. Mais ça va être discriminant. Alors là, je vous laisse réviser. Vous avez peut-être 20 secondes pour réviser. Les menuiseries extérieures. Quelles sont celles, les ponts thermiques, l'entretien, l'environnement, la performance thermique, pardon, le robustesse. Quelles sont celles qui sont les meilleures en performance thermique? Je vous donne un petit truc. Qui sont le meilleur également en termes de robustesse. Regardez bien ça. Les plus, les moins. Allez. Maintenant que vous avez mémorisé, on passe à la question, le deuxième quiz. Quel matériau a la meilleure performance thermique? Voilà, il y a une bonne réponse. PVC, alu, on vous laisse cocher. Une fois que vous avez coché, on met un petit peu de musique, Benjamin? Non, on peut la mettre, la musique. Voilà, vous avez un petit peu de musique le temps que vous votiez. Allez, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Voilà, c'est voté. 16 bonnes réponses. Il y en a eu 5. Il y a quelques-uns qui se sont trompés. Et on va voir les points qui sont affectés. C'est Nico et Célia qui tiennent la corde sur ce sujet. Bravo Nico qui est à distance, qui n'est pas avec nous, hein, Nico, ou qui est dans la salle. Non, il est à distance, Nico, qui tiennent la corde sur les scores. Et on avance. Alors sur le prochain quiz, menuiserie, quel matériau est le plus robuste? Ça, c'est Aurélien. J'espère que tu vas remonter là, sur ces points-là. Quel est le plus robuste? Là, vous avez, allez, 20 secondes pour voter. Vous voyez, ça va passer très vite. Il reste 5 secondes. 4, 3. Ah, ben, tout le monde a voté. C'était l'alu qui était le plus robuste. Et c'est Nico, alors qu'il y a eu une petite flamme, parce que ça fait 3 fois qui est bonne réponse, qui est en tête de ce score. Et je vois que Lorenov est remonté grâce à cette question. Merci à vous. J'avance sur ce quiz. Réponses multiples, hein, il y en a plusieurs. Alors là, celle-ci, elle est un peu technique. Ça, c'était pour vous perdre ITE, la conduction thermique d'un isolant. Ça est exprimé en kilowatts par Kelvin, mètre carré Kelvin. Ça dépend de l'épaisseur du matériau. La résistance thermique représente la facilité que rencontre le froid et le chaud à traverser une paroi. Voilà. Il y avait 2 bonnes réponses là, sur celle-là, exprimées en watts Kelvin. Et puis la deuxième, c'était représente la facilité. On va voir qui est-ce qui a répondu correctement. Ça a changé un petit peu
les scores. Mais toujours Nico qui tient la corde. Benjamin, tu n'as pas triché, c'est pas toi, Nico. Non, tu n'avais pas pris un pseudo. Allez, réponse multiple, ventilation. Pour vous effectivement, on a VTI. Là, ça va vous permettre, VTI, de remonter. Un système hygro-réglable. Là, c'est 13 secondes. Ajuste le débit d'air en fonction de l'humidité ou vise des débits fixes et réglementés. Allez, on vous laisse voter, cher public. Vous avez tous voté, presque. Voilà, c'était facile, hein. Là, vous devez tous le savoir. Il y a quand même une personne qui s'est trompée, mais 27 bonnes réponses. Voilà, ça change un petit peu les classements. Alors, vous avez compris, c'est à celui qui répond le plus vite. Alors, une dernière question. Une chaudière individuelle raccordée sur des conduits impacte le choix du système de ventilation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Chaudière individuelle que je raccroche sur un conduit, est-ce que ça impacte le système de ventilation? Voilà, tous ceux qui êtes dans les travaux, vous connaissez ça par cœur. Martial, c'est moins votre domaine sur les chaudières. Vrai ou faux? Allez, vous avez voté. C'était vrai. Là, la majorité ont répondu correctement, bien sûr. Et puis, une petite question pour les conférenciers. Alors, on vous laisse poser des questions, cher public, qu'on va reprendre pour les conférenciers. Vous pouvez poser les questions en ligne, hein, si vous avez une question technique auquel on va pouvoir répondre pendant la conférence. Alors, quel est le délai entre le début de la réflexion et le vote en AG? Alors là, on va y répondre. Plusieurs systèmes de chauffage pour un bâtiment collectif audit ou DPE. Ensuite, qu'est-ce qu'un le C+D? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Copro, que pour Paris ou Île-de-France. Comment traiter des baux sur C en copropriété? Allez, qui est-ce qui veut répondre? Tiens, on peut répondre à quelques questions, là, comme ça, au pied levé. Célia, alors c'est parti. Oui, alors moi je voyais surtout 2 questions. La plus rapide, Coach CoPro, c'est Paris et Métropole du Grand Paris. Donc, et un peu plus aussi. Donc voilà, en allant sur le site, vous verrez très vite si vous avez un espace Coach CoPro, mais ce n'est pas du tout limité à Paris. Le délai entre le début de la réflexion et le vote en Assemblée Générale des travaux, je suppose. Écoutez, on l'a vu sur le schéma, ça prend au moins 3 assemblées générales de faire avancer un projet de rénovation énergétique. On vote le diagnostic, on vote la maîtrise d'œuvre et on vote les travaux. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il faut attendre 1 an, vous pouvez rapprocher un peu le rythme des assemblées générales et c'est même plutôt conseillé quand vous vous lancez dans un projet de rénovation énergétique, mais ça prend du temps. Un projet qui avance très bien, disons 3 ans, mais c'est un projet qui avance très très bien, une petite copro, on imagine, qui prend des décisions très facilement, qui trouve des professionnels rapidement. Mais voilà, 3 à 5, 6 ans, ça peut s'étendre un peu, un projet de rénovation énergétique. Mais c'est aussi du temps nécessaire pour faire les choses bien et pas avoir toutes les déconvenues dont on a parlé un peu plus tôt. Voilà, on a répondu aux questions à peu près. Allez, on va faire le podium. Le troisième, Lorénov, bravo Lorénov, 3300 points. Ensuite Gonzague et la personne, il n'y a plus de musique Benjamin, c'est quatrième. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le premier? Le premier c'est Nadège, pardon, qui a gagné 4 sur 6. Ah oui, c'est 4 bonnes réponses sur 6. Hein. Mais elle a dû répondre plus rapidement, Nadège, et effectivement, bravo à vous Nadège, vous n'êtes pas dans la salle Nadège? Non, vous êtes à distance avec nous. Merci Benjamin pour ce petit quiz. Alors, on va continuer. Vous voyez, c'était un test. Hein. Ça vous amuse? Comment vous trouvez? C'est sympathique? Voilà, c'est sympathique. On va continuer tout de suite pour répondre au public, parce que vous avez vu qu'il y a des questions un peu techniques. Aurélien, pour Lorénov, je vais vous passer la zapette qui va arriver, et puis le micro également. Il y avait des questions, effectivement, Aurélien, sur les menuiseries. Effectivement, parce que les menuiseries, c'est un sujet un peu complexe, parce que c'est du privatif en copropriété, et pas tout le temps d'ailleurs, pas tout le temps. Non, alors en fait, c'est toute la complexité de la menuiserie dans les copropriétés. En fait,
à 99% des cas, les menuiseries qui sont dans les logements sont effectivement partie privative. Il peut arriver qu'il y ait certaines copropriétés, j'en ai notamment une en tête à Courbevoie, où les menuiseries qui donnent dans les logements font partie des parties communes. Ça reste quand même relativement rare sur le parc de copropriété français. La règle générale veut que les menuiseries donnant dans les logements restent partie privative. Donc je voulais prendre effectivement un petit peu la parole pour expliquer le remplacement des menuiseries privatives en copropriété notamment. Il y a un peu moins de sujets sur les menuiseries collectives. Et vous expliquer un petit peu notre approche. Alors juste pour parler très très rapidement, nous donc le groupe Lorillard et la marque notamment Lorenov Grand Compte dédiée à la copropriété, donc groupe français, fabricant français et installateur de menuiseries extérieures. On a une forte activité de réhabilitation en milieu social, mais également sur le parc privé, copropriété ou particulier, notamment via notre marque Lorenov. Donc l'enjeu du remplacement de menuiseries en copropriété, donc nous on intervient sur deux, on va dire, modèles d'organisation de remplacement des menuiseries en copropriété. Tout d'abord, c'est le regroupement de clients. Donc là, on sort un tout petit peu de la démarche globale, mais j'y reviendrai juste après. En fait, on se rend compte que parfois, certains sujets de rénovation de copropriété, notamment dans les parcs immobiliers des années 70-80, où vraiment les menuiseries sont de mur à mur, donc là, changer des fenêtres a un impact très fort. Certaines copropriétés ne franchissent pas forcément le pas de rentrer dans un programme de travaux complet ITE qui a peut-être des fois un tout petit peu moins de pertinence au niveau de la surface vitrée. On propose du coup aux gens de s'inscrire dans un regroupement. Donc, c'est-à-dire, on réalise des prix de menuiserie en fonction des quantités. Plus il y a de quantités, moins vos fenêtres sont chères. On fait des lots de fenêtres. Et donc, on propose de l'achat groupé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rentre du coup dans le cadre de remplacement à titre individuel. Et là, la règle qui est bien connue, c'est que le remplacement à l'identique, il n'y a pas de sujet ou de disposition particulière à réaliser au niveau de votre ville, pas de déclaration de modification de façade. Si on est vraiment sur du remplacement à l'identique, attention. Si il y a un changement de mode de nature des menuiseries, même à titre privatif individuel, attention, vous devez demander des autorisations et notamment d'autorisation à la copropriété. Donc là, on rentre dans une décision d'assemblée générale. Donc vigilance. Je sais que certains copropriétaires ont eu des déboires, ont demandé des choses à des installateurs. Les installateurs n'ont pas fait attention à ça, n'ont pas fait attention quand ils venaient modifier la façade. Il faut savoir que si vous installez des fenêtres non conformes à titre privatif, la résidence, donc au travers votre conseiller syndical et votre syndic, peuvent engager une action judiciaire pour vous faire remplacer les ouvrages non conformes. Donc vigilance. Là, ça peut coûter très cher, alors j'imagine. Et bah oui, parce que quand vous investissez sur une rénovation complète d'un appartement, sur une gamme aluminium, ça peut vite aller à 10-12 000 euros une rénovation complète. Eh bien, vous pouvez être contraint de remplacer les ouvrages pour revenir au dessin existant. Donc, soyez vraiment vigilants à ce cas-là, parce que voilà, ça m'arrive d'intervenir sur des sujets un peu délicats. Autre vigilance, bien entendu, ça rentre dans tout cadre de remplacement de menuiserie. La menuiserie a une fonction d'étanchéité, à l'eau, à l'air. Donc attention à ce que les travaux soient bien réalisés, parce que quand vous avez des problématiques après d'étanchéité, de fuite de menuiserie, ça occasionne des dommages à l'échelle globale de la copropriété. Donc vigilance à cela. Alors au niveau du cadre du remplacement, je dirais individuel, dans un programme d'achat groupé. Nous, notre politique, c'est de dire... On vient sur votre résidence et on fait un prix pour tous les modèles de fenêtres et en fonction des quantités, il y a telle ou telle remise. Le but, c'est de massifier le remplacement des menuiseries. Donc, la démarche rentre dans la rénovation énergétique des logements et plus généralement de la copropriété. L'harmonisation des façades, quand on déploie 100, 200, 300, 400 châssis sur un modèle défini respectant le dessin de la résidence, on harmonise les façades, évidemment. L'amélioration de l'étiquette énergétique, bien sûr, à l'échelle de la copropriété. Et bien sûr, la politique, c'est de faire bénéficier tous les copropriétaires de coûts réduits sur l'installation, le changement des menuiseries. Donc, dans ce cadre-là,
vu que ça reste une démarche purement individuelle, l'important, c'est qu'au minimum, le conseil syndical diffuse cette démarche ou cette volonté de faire du remplacement à grande échelle sur la résidence et qu'il y ait une communication très forte. L'APC en faisait part. Dans tout programme, de toute façon, je pense que la clé reste la communication, informer de la démarche, pourquoi on fait ça. À titre individuel, et vous l'avez rappelé aussi, donc, les aides, il n'y en a pas pléthore pour du remplacement de menuiserie. Donc C2E, TVA réduite et ma prime Rénov aussi qui peut rentrer dans ce cadre-là. Est-ce que des fois, ça permet justement de passer ce seuil des 35% parce que si on ne fait pas les menuiseries, on n'arrive pas aux 35%? En fait, cette quantité de 35% de gain d'énergie rentre, nous, c'est quantifié quand on rentre dans le programme de rénovation globale. Je vais y venir juste après. À titre individuel, c'est compliqué d'avoir cette notion-là parce que nous, on n'est pas thermicien, clairement. Donc, ce service, finalement, de gain énergétique, on ne le valorise pas à titre privatif. Est-ce qu'un calcul thermique peut être mené à l'échelle d'un logement? Je pense que oui, sans trop de problématiques. Et après, ce gain peut peut-être être quantifié individuellement. Maintenant, moi, je ne suis pas, je dirais, dans cette partie d'études thermiques. Je pense que c'est possible. Après, derrière, est-ce que ça va permettre de générer d'autres aides, etc. Là, par contre, je ne suis pas sachant dans le domaine. En tout cas, dans une démarche privative pure. Juste pour finir sur ce mode de remplacement de menuiserie en achat groupé, les missions, notamment nous, entreprises, on a une expertise forte dans ce domaine et nous, en tant qu'entreprise, on est sachant. Alors j'entendais parler effectivement de l'audit du bâtiment et le fait de déceler tout un tas de problèmes avant. Il faut savoir aussi, et moi je pense que les entreprises doivent être sachantes dans leur domaine. Effectivement, dans le cadre de programme de rénovation globale, une enveloppe d'aléas, je pense que c'est prudent et il faut la maintenir. Néanmoins, chaque entrepreneur doit être aussi professionnel, doit aussi se rendre sur place, détecter des problématiques, et c'est tout notre rôle. Quand je dis conseil et prescription conjointement avec le conseil syndical, le point numéro 1, la clé, c'est aussi nous. Je veux dire, dans ce cadre-là, il n'y a pas forcément d'architecte ou quoi. Donc, c'est vraiment nous, entreprises, qui devons vous conseiller, devons être assez transparents à ce niveau-là. Ça reste vraiment notre compétence et c'est nous qui mettons après les garanties sur la table biennale et décennale. Voilà. Je vais passer maintenant sur ce qui nous intéresse aussi, et le cas de cette conférence, le marché global de travaux. Donc là, typiquement, nous, on intervient aussi dans ce cadre-là où effectivement, il y a un architecte qui est missionné, qui lance une consultation. Et donc là, on intervient sur des programmes multi-lots, ITE, ventilation, menuiserie, étanchéité. Donc là, nous, on se positionne sur le lot menuiserie. Il faut savoir que les menuiseries privatives peuvent faire l'objet d'un vote d'obligation de remplacement. C'est-à-dire que même si ce sont des parties privatives, ce sont des travaux privatifs d'intérêt collectif et au niveau de l'Assemblée générale, il peut y avoir un vote d'obligation. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quand même, ça va dans le bon sens. Moi, comme je dis, si déjà on arrivait à supprimer tout ce qui est simple vitrage, on aurait fait déjà un bon gap en avant. Alors des fois, ce qui fait un peu peur, c'est que dans cette règle-là, certains disent les menuiseries de plus de 10 ans vont être aussi remplacées. Bon, moi, je suis un peu plus partagé et je dis que déjà, abolissons le simple vitrage. Voilà, on aura fait déjà un grand pas en avant. Donc dans le cadre d'un marché global de travaux, donc là, comme vous le présentez l'APC, donc il y a bureau d'études, architecte, qui est là pour monter un programme de travaux. Donc là, moi, j'appelle aussi les cabinets d'architecture ou les bureaux d'études à parfois nous solliciter sur des sujets techniques complexes. On parlait du C+D. Alors le C+D, c'est quoi ça touche à la réglementation incendie des bâtiments. Typiquement, quand vous avez des colonnes de fenêtres qui sont superposées sur un bâtiment, on doit prendre des dispositions pour limiter la propagation du feu d'étage en étage. C'est ce qu'on appelle, on va dire globalement, le C+D. Ça peut se traiter au niveau de la façade, au niveau des fenêtres, avec des systèmes d'allège par flamme ou de recoupement feu au niveau des façades. Et j'en appelle les maîtres d'œuvre sur des sujets techniques à ne pas hésiter à venir auprès des sachants, nous, entreprises, pour aussi, au niveau de la conception, qu'on ait une solution technique qui soit viable. On arrive des fois en phase de consultation sur des dossiers qui, malheureusement, ne tiennent pas la route. Il y a des sujets C+D, des sujets garde-corps qui n'ont pas été vus. Et là, après, du coup, ça devient compliqué, puisque souvent,
les budgets ont été montés sur un programme de travaux qui techniquement ne sont pas forcément bordés. Donc n'hésitez pas à solliciter aussi les entreprises et les sachants dans votre montage de dossier. Je voulais faire réagir juste Martial sur ce sujet. Effectivement, il peut y arriver des fois des appels d'offres. Finalement, c'est ça que des appels d'offres qui sont pas complètement complets, donc sur lequel du coup ça va faire une réponse qui va être un peu parcellaire. Moi, je jette la pierre à personne, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est vrai que des fois, des sujets pointus, hein, des fois, c'est pas grand-chose, c'est du garde-corps, du feu, et c'est vrai que des fois, pour être sachant dans tous ces domaines, et après même, on parle d'amiante, on parle de plomb, des fois, on peut pas tout savoir sur tout, et des fois, je trouve que aller chercher l'information auprès des professionnels peut être assez pertinent. En phase conception, j'entends. Est-ce que la CAPEB milite auprès des maîtres d'œuvre pour J'abonde complètement dans le sens. Nous, on préconise d'être là dès le DTG. Dès le DTG. C'est-à-dire dans la conception même du programme de rénovation. La semaine dernière, j'étais en assemblée générale d'une copropriété au Lilas pour expliquer en amont, avant même la phase conception, de ce qu'il allait falloir faire pour pouvoir rester dans la bonne direction pour la rénovation. Ça fait partie de nous, comme dit, en tant que sachant, de pouvoir expliquer, dédramatiser. C'est très important, parce que ce sont des sujets très complexes. La rénovation énergétique, c'est très pointu. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des morceaux qu'on rajoute par-ci, par-là. On parlait des fenêtres, des garde-corps. La position de la fenêtre vis-à-vis de la maçonnerie va influencer sur la position du garde-corps. Suivant les garde-corps qui sont en place, on sera peut-être amené à les remplacer complètement, plutôt que de les adapter. Donc les impacts peuvent être importants, et ça se détecte par les sachants, parce qu'ils ont l'habitude de faire face à ce genre de choses, et c'est vrai dans tous les corps de métier. Donc dès le DTG, effectivement, le conseil, c'est d'associer les entreprises. Oui. Alors, et nous, on participe même à la construction du DTG avec les assistants à maîtrise d'ouvrage et avec les maîtres d'œuvre. Voilà, donc ça c'était pour répondre en écho à ce que disait Aurélien. Merci Martial pour ce témoignage. Donc Aurélien, alors pour continuer sur... Alors dans le cas d'un marché global de travaux, hein, donc la procédure, il y a effectivement un diagnostic, un programme de travaux. Nous, entreprises, on arrive, alors parfois en phase conception, ça peut arriver, et mon appel a été lancé, et entendu, tant mieux, mais souvent on arrive en phase de consultation des entreprises. Donc là, on répond à un cahier des charges qui a été émis par un architecte ou un bureau d'études. Donc là, on rentre, on s'inscrit dans tous les acteurs, hein, bureau de contrôle, ESPS qui rédige un RICT pour voir si techniquement les solutions techniques sont viables. Et après, on espère être au bout et être retenu, et après que le vote soit favorable. Donc, marché global de travaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de refaire un manteau complet, multilo, ITE, menuiserie, ventilation et parfois étanchéité et flocage en sous-face. Et donc là, la démarche, la philosophie reste peu ou prou la même, hein. C'est l'amélioration de l'étiquette énergétique, effectivement. C'est la coordination de tous les métiers, hein, et le ravalement avec le changement des fenêtres, avec le traitement de la ventilation. Donc c'est pour ça que la maîtrise d'œuvre est un point clé charnière. Donc c'est important d'avoir une relation de confiance avec eux. Il faut savoir que nous, on opère aussi beaucoup sur les programmes en OPA, opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat, et les plans de sauvegarde. Donc là, ce sont des copropriétés souvent en forte difficulté financière, où des programmes de travaux importants sont menés pour remettre à flot la copropriété financièrement. Les programmes de travaux réduisent les charges au niveau des copropriétaires pour vraiment redresser la copropriété. Donc dans ce cadre-là, finalement, nous, l'entreprise, on vient s'inscrire auprès de clients, ça reste la copropriété représentée par son syndic, qui fait appel à une maîtrise d'œuvre, architecte ou bureau d'études, pour monter en place le programme de travaux. La maîtrise d'œuvre sollicite donc l'entreprise ou les entreprises pour répondre à ce programme de travaux, et après on passe à l'exécution des travaux. Voilà, donc nous, on a les qualifications, bien sûr, l'expérience pour ça. Et ce qui est toujours important, je pense, c'est aussi de rencontrer les entreprises. C'est-à-dire qu'une fois que l'appel d'offres a été lancé, vous recevez, vous, clients, copropriétaires, tout un tas d'offres. N'hésitez pas à demander à rencontrer les 2-3 entreprises qui sont en shortlist sur chaque lot. Je pense que
bien entendu, la mise en concurrence, il faut qu'elle soit faite et c'est sain pour tout le monde. Mais derrière un prix, il y a quelque chose. Donc, intéressez-vous à ce quelque chose. Techniquement, creusez aussi avec votre maître d'œuvre, hein, bien entendu, c'est aussi sa responsabilité, mais creusez ce qu'il y a derrière. Rencontrer l'entreprise, essayer de percevoir comment elle est structurée, quel service ça peut apporter, comment va être suivi votre chantier, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est là la clé. Nous, entreprise de menuiserie, bien entendu, je représente mon groupe, il y a plein d'acteurs. Comme je dis, une très belle menuiserie, si elle est mal installée, à la fin, le résultat sera mauvais. Et donc, tout ce qui va faire la qualité de l'entreprise, ça va être qu'est-ce qu'elle va mettre en place sur votre chantier pour assurer un bon suivi. Bon, bien sûr, le matériau qu'elle va installer, hein, ça c'est important aussi, mais voilà, vraiment aussi le suivi et donc le service. Donc n'hésitez pas à la rencontrer, ça c'est très très important, je pense, toute une affaire d'homme avec un grand H. Hein, et quand on rentre dans un programme de travaux, il faut vraiment avoir en tête qu'on forme une équipe avec la maîtrise d'œuvre et avec les entreprises. Nous, on n'est pas là pour vous embêter et faire des travaux vite et retirer de l'argent. Non, ce n'est pas notre philosophie. On est là pour vous accompagner. Il faut savoir que dans un chantier, on met en place nos garanties, on a des assurances qu'on paye. Le taux de sinistralité, c'est aussi un indicateur important. Regardez le taux de sinistralité des entreprises. Voilà, donc soyez vraiment dans cet échange aussi une fois que l'appel d'offres est passé. On va y revenir effectivement sur comment choisir une entreprise tout à l'heure. En fin de conférence. Merci Aurélien là, pour cette présentation, là, ce focus là, sur, effectivement, on voit qu'il y a ces deux aspects, hein, rénovation globale où je fais les changements par fenêtre, et donc c'est le groupement de copropriétaires. Continuons tout de suite là, sur la ventilation. Alors, puisqu'il y a eu des questions, on voit sur le quiz, on a parlé ventilation. D'ailleurs, on peut revenir sur la question qui a été posée. Je mets une chaudière individuelle sur un conduit de ventilation. Oui, effectivement, la présence d'une chaudière est importante. Ça demandera effectivement une réflexion de savoir si effectivement dans l'ensemble des logements il y a une chaudière qui est présente. Et s'il y a effectivement une présence d'une chaudière, il faudra qu'on adapte la solution au système. Donc il faut être vigilant sur ce point-là, de façon à ce qu'on ne passe pas à côté de cette présence de chaudière, de façon à ce que la solution que l'on installe convienne bien aux appartements ou à l'appartement que l'on traitera. Oui, donc là aussi, il faut regarder l'ensemble dans le cadre du projet. Thomas, alors, donc vous avez une présentation que vous allez dérouler. Je vous laisse avancer avec les petites appels alors. Donc VTI, juste pour vous faire une petite présentation, VTI donc, est un groupe familial qui est basé à Frontignan, donc juste à côté de Sète. On a 40 ans d'existence. L'entreprise Fraisse sont les dirigeants actuels. C'est une très belle histoire. Et ça fait maintenant 40 ans et on vient de fêter donc, ces 40 ans cette année. En tout, il y a 27 solutions de ventilation. Nous, la ventilation, c'est la ventilation basse pression. C'est spécialisé, effectivement, où l'entreprise VTI s'est spécialisée dans la ventilation basse pression. On différencie la basse pression et la haute pression. Nous, on s'est spécialisé, effectivement, donc, dans la basse pression. À ce jour, on a vendu à peu près 2 millions d'extracteurs. C'est assez conséquent. 32 000 logements qui ont été effectivement rénovés depuis en 2022. 342 chantiers qui ont été livrés également en 2022. Et depuis le lancement effectivement, donc, de l'entreprise, il y a 4200 entreprises qui nous font confiance. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise VTI. Donc ça, ce sont nos engagements. Donc il y a un certain nombre d'items que je vous laisserai découvrir. On a un accompagnement privilégié de nos clients. Alors, on est fabricant avant tout, on ne fait pas l'installation. Donc on s'est assuré d'avoir une continuité donc, dans cette chaîne de fabrication. Donc l'usine de fabrication est basée effectivement donc, à Frontignan. Et derrière, on s'est appuyé sur un certain nombre d'installateurs qui sont répartis un petit peu partout en France. Donc ce sont des installateurs qui installent effectivement notre matériel de façon à pouvoir faire de la rénovation de logements sociaux et de copropriété. Donc, depuis longtemps, les logements sociaux, effectivement, est un des axes majeurs de notre entreprise. Et puis, on voit dans certaines régions, effectivement, que la copropriété avance bien. C'est le cas, effectivement, en Île-de-France et également le cas en Rhône-Alpes. Et puis, il y a certaines régions qui, depuis 2022,
commence effectivement à faire de la copropriété, de la rénovation en copropriété. Et c'est un des axes majeurs effectivement de notre entreprise. Donc on s'efforce de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos clients dans ce genre de développement au niveau de la réhabilitation. Nous sommes affiliés à un certain nombre d'organisations professionnelles, donc l'Association française de la ventilation, Uniclimat et AVEMS. Je pense également effectivement à ces 3 associations. On est en lien direct avec ces associations-là, et un certain nombre d'entreprises de fabricants font partie également de ce genre d'associations, où on réfléchit, on essaye d'avancer tous dans la même direction pour pouvoir faire mieux au niveau de la réhabilitation, au niveau des logements sociaux et de la copropriété. Juste pour vous faire un petit point également donc, au niveau national, donc, on a une équipe de chargés d'affaires et de chargés de prescription qui communiquent et qui font de la prescription auprès des bureaux d'études, un certain nombre d'entreprises générales et également donc, de clients finaux pour pouvoir pousser nos solutions dans la rénovation énergétique. C'est un travail de chaque instant, donc on s'adresse à un certain nombre de bureaux d'études pour faire de la préconisation. Et pour revenir effectivement à ce qu'on disait précédemment, si on est en avant, si on est le plus, on est le plus près possible en fait d'un certain nombre d'interlocuteurs, on essaie de construire des solutions ensemble. Donc dès qu'on est à l'origine d'un certain nombre de chantiers, plus on est proche des bureaux d'études et des installateurs et des entreprises générales, mieux c'est, et plus on avance vite, et plus c'est facile effectivement d'aller au bout d'un certain nombre de chantiers. Notre raison d'être, donc effectivement, c'est garantir une qualité d'air intérieur optimale des logements en concevant des solutions de ventilation connectée à haute efficacité énergétique et environnementale. C'est notre raison d'être, c'est écrit dans chacun de notre page internet, c'est écrit dans notre ADN. C'est quelque chose qui est très important pour nous et sur laquelle on est très vigilant. Voilà, on va arriver là sur le cœur de votre présentation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va aborder des aspects techniques. Oui. Je vois de la présentation, il y a beaucoup de diapos aussi, donc il faudra être Je vais avancer, oui, bien sûr. Juste pour dire que les conséquences d'un défaut de ventilation, ça peut être effectivement assez impactant sur la santé. Donc, il y a 20 000 décès prématurés par an. 90% de notre temps est en espace clos, donc c'est très impactant effectivement sur la santé. Le nombre de décès par an, ça c'est en France ? C'est en France, oui. Oui, c'est en France. Et ça c'est colossal finalement. C'est un défaut. C'est effectivement, ça peut être très impactant pour ça, c'est la qualité de l'air intérieur. Oui, exactement. L'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur à 5 à 8 fois, donc c'est quand même ça peut être très important d'être très vigilant sur ce point-là. Et enfin, pour le coût de la collectivité par an, ça représente un impact assez significatif parce que ça peut être un chiffre entre 19 et 20 milliards d'euros. Sur la présentation, donc effectivement, nous avons plusieurs systèmes de ventilation. Donc, nous avons un signe optique qui nous permet de définir le système le plus adapté en fonction de ce que l'on rencontre sur les chantiers. Donc, la ventilation par balayage ou ventilation générale et permanente, c'est traiter un ensemble de logements ou traiter un appartement en faisant arriver effectivement l'air neuf extérieur par les entrées d'air dans les pièces principales. Donc il faut effectivement prévoir un certain nombre de principes dans ce système de ventilation. L'air vicié entrant par les bouches d'extraction dans les pièces de service, cuisine, salle de bain et toilettes. Et enfin, l'air est extrait à l'extérieur, en toiture, via les conduits de ventilation et les extracteurs. C'est un principe de base de ventilation. On amène de l'air neuf de l'extérieur et on l'amène dans l'ensemble des appartements pour pouvoir l'extraire en toiture. Oui, finalement, vous devez travailler de concert avec Aurélien de Lorénov, parce que il faut que les menuiseries soient équipées. Finalement, il faut prendre. Bon, on verra avec Spebi tout à l'heure. Vous allez faire la synthèse de tout ça, mais il faut que effectivement vous bossiez ensemble de manière à ce que ce soit bien conçu tout ça. Tout à fait, exactement. C'est un travail de synthèse, un travail où on travaille effectivement ensemble. On se retrouve facilement et assez intelligemment sur les chantiers, de façon à pouvoir travailler conjointement et pouvoir traiter les différentes problématiques d'un chantier. Donc ça comprend effectivement
La ventilation, ça comprend également d'autres corps de métier. Il est très important de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger un certain nombre d'idées pour traiter un chantier. Caractéristiques des conduits individuels. Donc effectivement, depuis très longtemps, les bâtiments ont été créés avec des conduits individuels. Ça permet effectivement donc de faire circuler, d'amener de l'air neuf dans les bâtiments, donc on en a parlé tout à l'heure. Ces conduits individuels sont présents un petit peu partout en France. Ce sont des conduits individuels que l'on peut rencontrer sur des très vieilles bâtisses ou des très vieux appartements. C'est quelque chose que l'on voit nous assez fréquemment sur les chantiers et qu'on a l'habitude de traiter avec l'ensemble de nos systèmes ou de nos solutions. Les conduits existants, donc à Paris, arrivés dans les années 50-70, a été créé les conduits shunt. Donc ce sont des conduits qui regroupent un certain nombre d'appartements et en termes de facilité d'action ou de mise en place d'un certain nombre de systèmes, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de suivre et ça représente quand même un certain nombre d'immeubles sur Paris, mais également en province. On le côtoie assez fréquemment. Oui, dans beaucoup de bâtiments, j'imagine ce qu'on appelle les bâtiments des 30 Glorieuses, c'est le conduit shunt qui est dominant, non? Exactement, oui. Ça représente à peu près 30% effectivement des bâtiments qui sont construits de cette façon-là. On parlait tout à l'heure de diagnostic effectivement global de la ventilation, donc on intervient également nous dans ce genre d'inspection visuelle des conduits. Nos chargés d'affaires et moi-même sommes amenés effectivement à monter sur les toitures d'un certain nombre d'immeubles pour regarder, pour inspecter effectivement comment sont construits les différents bâtiments, comment sont construits ces conduits individuels et comment sont construits ou constitués ces conduits shunt. Il est très important effectivement de regarder si effectivement ces conduits sont en bon état, s'ils ont la capacité de pouvoir extraire un certain nombre d'air. Il faut regarder effectivement l'intégralité des conduits de façon à ce qu'il n'y ait pas de conduits qui soient cassés, qui soient éventuellement obstrués par un certain nombre par exemple de moisissures ou de nids d'oiseaux ou éventuellement qui ne soient pas cassés eux-mêmes et qui, je sais pas, des morceaux de pierre ou de briques qui peuvent endommager la circulation de l'air. On vérifie également en même temps les pieds de conduit et la modification, c'est ce qu'on parlait également tout à l'heure. Dans les immeubles anciens, les immeubles ont pu être réaménagés, ont pu être amenés en fonction des différentes personnes et des différentes occupants. Il peut y avoir également des modifications des appartements et donc des conduits qui ont pu également être modifiés. Donc il est très important de faire un diagnostic au début des projets de façon à ce que le projet global puisse aller au bout. Donc c'est ce que je disais juste à l'instant. Donc il y a une inspection visuelle des conduits qui nous permet effectivement en fonction de ces conduits de partir sur un système ou sur une solution qui nous permettra après de pouvoir faire une étude technique, une étude technico-commerciale et de pouvoir rédiger un devis pour répondre aux sollicitations des différents interlocuteurs que l'on pourra rencontrer dans les chantiers. Les points de contrôle, effectivement, ou installateurs en fin de travaux, c'est le nerf de la guerre. Donc débit, on peut s'assurer effectivement donc des débits à l'issue donc à l'issue des travaux, de l'arrêté du 24 mars 82, ou alors on peut effectivement mesurer les dépressions en logement qui nous permettront de s'assurer que l'installation et le système préconisé répond aux sollicitations qu'on nous a... Je vois là sur la photo, il y a un débitmètre. Oui. Il y a une obligation de débit minimum une fois que c'est tout à fait, oui. installé. C'est un arrêté donc, du 24 mars 82 qui nous demande de respecter un certain nombre de débits. Tout à fait. Donc on s'équipe effectivement d'un certain nombre d'outils qui nous permettent effectivement de s'assurer que les installations sont conformes à cet arrêté-là. La ventilation des bâtiments haussmanniens, effectivement, HBM et affiliés, représentent donc à peu près 30% des immeubles de logements collectifs parisiens, construits entre 1851 et 1914. Donc ce sont des logements que l'on rencontre fréquemment ici,
Sur Paris, donc des difficultés rencontrées particulières. Donc je vous laisserai effectivement lire les différents items, mais ce sont des éléments, ce sont des chantiers où l'on intervient fréquemment. Nos équipes parisiennes ont l'habitude de traiter ce genre de bâtiments. Ça fait 40 ans maintenant qu'on travaille sur ce genre de bâtiment. On a eu un certain nombre de solutions et de systèmes qui peuvent répondre aux chantiers que l'on peut rencontrer sur Paris. Voilà pour la ventilation des bâtiments haussmanniens. Les démarches à entreprendre, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est cartographie des appartements. Donc, en plus de monter sur les toitures terrasses et de pouvoir regarder les différents conduits, on s'assure également qu'on puisse rentrer dans un certain nombre d'appartements avec toute la vigilance que l'on doit prendre pour ce genre d'action. Donc, on rentre dans les bâtiments, dans les appartements, on regarde les appartements, comment ils sont conçus, si effectivement il y a des modifications ou pas. On fait une cartographie complète, on recense les modes de production, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, d'ECS, donc d'eau chaude sanitaire. S'il y a la présence effectivement donc d'une chaudière gaz, on prend également ce genre de remarques en considération. En fonction de présence ou non de chaudière, on adaptera le système de façon à pouvoir évacuer l'air vicié et l'air des gaz brûlés. Repérage et effectivement inspection vidéo complète de tous les conduits. Donc ça nous permet d'avoir une cartographie complète de l'ensemble des conduits. Donc on s'est assuré d'un certain nombre de passages caméra. Donc ce sont nos installateurs qui font effectivement ce repérage et cette inspection des conduits. Soit il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont spécialisées maintenant sur le marché national pour faire pour mener ce genre d'action. Et ensuite, donc, on peut avoir une synthèse de l'ensemble des conduits qui nous permettra de pouvoir adapter nos systèmes en fonction de la vacuité des conduits de l'ensemble des conduits que l'on pourra rencontrer sur les bâtiments que l'on traitera. Donc installation, donc des solutions possibles. Donc c'est l'installation d'un système de VMC basse pression si les combles sont disponibles. L'installation du VMC individuel si un faux plafond peut être créé. Installation d'extracteurs hybrides si les conduits utilisés sont réexploités ou réexploitables. Et enfin VMC collective haute pression si création de conduits nécessaire. Voilà, je précise au public, on vous enverra toutes les diapos à la fin. Bien sûr. On fait un deal avec vous, donc c'est pour ça qu'on ne va pas tout lire dans le détail, mais on fait un deal avec le public, cher public. À la fin de la conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et vous recevrez les présentations avec l'ensemble des détails. Alors, effectivement, là, sur les bâtiments des 30 Glorieuses, là, on reconnaît un bâtiment rond. Là, c'est mon. Exactement, ça représente donc 21% ou 20% à peu près des immeubles de logements collectifs parisiens. Donc, ce sont également des éléments que l'on a l'habitude de traiter sur Paris. Et nos chargés d'affaires auront toute l'habilité et la compétence commerciale et technique pour pouvoir vous accompagner dans ce genre de bâtiments. Donc des démarches à entreprendre, ce sont les mêmes ou à peu près les mêmes que dans les bâtiments précédents. Donc il faut être vigilant, il faut s'assurer de la présence d'un certain nombre recensés. Donc il faut recenser, cartographier toujours les mêmes choses, les modes de production de DCS. Solution possible, donc toujours pareil sur les bâtiments des 30 Glorieuses, installation d'un système de VMC basse pression et installation d'un système de ventilation hybride. On reviendra si besoin est sur ces éléments-là. Donc je parlais tout à l'heure d'un synoptique qui existe chez nous, donc en fonction effectivement donc des dates de construction, en fonction des réutilisations des conduits de ventilation naturelle, en fonction des modes de production, c'est ce dont je parlais juste à l'instant, donc des modes de production d'eau chaude sanitaire. On choisit donc le système qui répondra aux configurations des bâtiments que l'on traite. Donc en fonction de ça, on s'est adapté nos choix, on s'est traité l'ensemble des bâtiments que l'on trouve sur le marché. La ventilation mécanique, donc haute pression, donc ici c'est un cas particulier, c'est un chantier donc, dans le 92 où on a traité 123 logements. Basse pression, hein, vous avez dit. Basse pression. Basse pression, vous avez dit. Pardon, excusez-moi. VMBP, oui, solution mécanique basse pression, excusez-moi. Donc c'est un dossier donc, dans le 92, on a traité un certain nombre de logements où on a installé donc en toiture terrasse notre solution qui nous a permis effectivement d'aller au bout sur ce chantier-là. Et effectivement, c'est un
un très beau chantier sur la région de Paris. Le Ventil Plus est également donc, une de nos solutions, donc toujours pareil, en ventilation mécanique basse pression. Donc on parlait de C2E tout à l'heure, donc effectivement c'est un produit qui permet d'obtenir un certain nombre de montants en euros et donc de bénéficier de C2E. Également c'est un système qui permet d'être connecté, donc d'avoir un certain nombre de retours d'informations techniques sur le bon fonctionnement de ce système-là, donc on peut les suivre à distance. C'est un vrai plus. Et enfin c'est un système qui est classé C4, donc en termes de résistance au feu, donc c'est une sécurité en plus. Le C4 tenu donc au feu, donc 400 degrés pendant au moins une demi-heure. On a également des solutions donc, de ventilation naturelle et hybride, donc en fonction des forces, en fonction de la température et de la pression. Le système peut fonctionner tout seul, et si effectivement si ces éléments-là ne sont pas suffisants, on peut le faire marcher mécaniquement de façon à assurer donc, les débits nécessaires pour pouvoir extraire l'air qui se trouve dans les logements. Ici, dans le cas présent, c'est une copropriété à Lyon, où on voit effectivement donc, les crayons juste derrière sur la photo. Et donc ici, on parle donc toujours pareil de ventilation mécanique haute pression. Donc c'est une nouvelle solution que l'on va lancer à la fin de l'année, qui s'appelle Supervent. Donc c'est une solution VMC haute pression. On parlait jusqu'à maintenant en fait de solution basse pression, et donc à la rentrée, on aura une solution VMC haute pression. Donc c'est un caisson C4. Même chose que tout à l'heure, donc sécurité incendie, tenue au feu 400 degrés pendant au moins une demi-heure. Installation en toiture ou installation en comble. Donc c'est un marché jusqu'à maintenant en fait où on n'était pas présent, et qui ces Supervents vont pouvoir effectivement ajouter un arc à notre une corde à votre arc. Notre gamme. Pardon, excusez-moi. Une corde à votre arc. Voilà, exactement, une corde à notre arc. Ça sera effectivement une famille de produits supplémentaires qui nous permettra de pouvoir traiter les bâtiments construits après 1982. Donc, ce Supervent a été étudié dans notre laboratoire à Frontignan. On sait faire de la ventilation basse pression, et puis on s'est aidé effectivement donc, des caractéristiques de nos solutions basse pression pour pouvoir développer ce produit-là, de façon à aller agrandir notre gamme et traiter surtout les bâtiments construits après 82, chose qu'on ne savait pas faire auparavant. Donc c'est un vrai plus pour nous. Voilà, je vous laisserai donc effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'ensemble de la présentation, de façon à ce qu'on puisse continuer à vous accompagner si besoin est dans la rénovation des logements sociaux et en copropriété. Voilà, on en vient à la présentation. Il y a une question du public, là. Il y a eu plusieurs questions sur effectivement sur la partie, on va pouvoir enlever la présentation, sur la partie sonore, parce que je vois que là, vous en parlez, parce qu'il y a deux aspects, les aspects énergétiques et les aspects sonores. Oui. Comment on traite dans les systèmes de ventilation le fait qu'il n'y ait pas trop de bruit à la fois dans les logements et Nos systèmes, en fait, ce sont des solutions basse pression. Donc, en termes d'ambiance sonore, on est très très loin en fait des caissons haute pression ou de ce qu'on peut entendre en termes de ventilation VMC. La basse pression, en fait, ce sont des ventilateurs qui tournent très faiblement, avec des vitesses de rotation qui sont très faibles, avec des vitesses de passage également dans les conduits qui sont également plus faibles que la ventilation haute pression. Donc en termes de nuisance sonore, en fait, on n'est pas confronté à ce genre de problématique, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais juste à l'instant, les vitesses de passage et les vitesses de rotation de nos systèmes sont plus faibles que la ventilation haute pression. C'est quoi les vitesses de passage? C'est le débit d'air? C'est le débit d'air, oui, dans les conduits qui sont plus faibles que la ventilation haute pression. Donc en termes de problématiques de bruit, on n'est pas confronté à ce genre de problématique. C'est un vrai plus dans notre système et dans notre gamme. Voilà. Eric, et puis après on va avoir des questions. On est nombreux là aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un tour de table qui est un peu long, mais c'est parce qu'on a le plaisir de vous avoir, la CAPEB, la FFB, avec nous. Effectivement, merci beaucoup Thomas pour cette présentation. On voit l'importance, pour faire la synthèse sur les entreprises, on voit l'importance de travailler ensemble, d'être coordonnés, à la fois parce qu'il y a des contraintes techniques,
Et puis, il y a des enjeux aussi pour atteindre un niveau de performance énergétique. Et donc, c'est un peu ce que vous allez aborder, Eric, sur ce sujet, c'est comment est-ce qu'on bosse ensemble, finalement. Et oui, parce qu'en effet, sur la partie copro, c'est 35%, sur le tertiaire, c'est 40%, mais 35%, pour aller les chercher, il faut coordonner différents lots. Et tous autant qu'on est, chacun des lots, c'est assez compliqué. Donc je vous présente assez rapidement l'entreprise. Donc l'entreprise SPEBI, c'est une entreprise du bâtiment, donc qui est spécialisée rénovation énergétique, avec des services spécifiques que sont l'échafaudage, le désamiantage, la métallerie. Je crois que je peux lire sans lunettes, mais c'est plus possible. Le bardage, et puis un pôle méthode. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, mais ça va effectivement dans ce sens, avec 2 sites, un à Ivry-sur-Seine et un à Coignères. Donc c'est une entreprise qui dispose de certification et de qualification indispensable pour les marchés publics, sans quoi on ne peut pas répondre aux appels d'offres, mais souvent recommandé dans la partie en copro vis-à-vis des assurances. Voilà, donc il faut qu'on ait des qualifications métiers sur chacun de types de travaux que l'on réalise. Alors, l'entreprise SPEBI, c'est une entreprise qui existe depuis 60 ans, qui travaille autant sur la copro que sur les bailleurs et qui a vraiment pris un élan il y a maintenant une quinzaine d'années lors du virage de la rénovation énergétique et qui s'est organisé pour justement accompagner la demande de plus en plus importante. Et voilà, donc dans nos domaines d'intervention, donc nous avons les installations de chantier. Ça, c'est nous, donc avec l'échafaudage, le désamiantage, donc j'y vais dans l'ordre, changement de garde-corps, étanchéité de balcon, le flocage des plafonds de cave, isolation thermique, bardage. Voilà, dans le cadre de la rénovation énergétique, c'est en propre ce que nous faisons. Simplement, comme je vous le disais, c'est souvent court pour aller chercher 35% de gains énergétiques. Et puis surtout, s'il y a la ventilation et les fenêtres à faire, autant en profiter pour avoir les aides, mais aussi ne pas avoir à démultiplier le nombre de travaux à effectuer où il faudra à chaque fois payer un échafaudage, une installation de chantier, des droits de voirie, etc. Oui, parce qu'on a intérêt, une fois qu'on fait une installation de chantier ou un échafaudage, on fait le maximum. Ah, il y a tout intérêt à grouper. Il vaut mieux même attendre 1 an, 2 ans. C'est combien le coût d'une installation de chantier et échafaudage par rapport au budget des travaux? Donc, alors, juste je sais que c'est des questions complexes, mais pour donner c'est à peu près 25%. Mais alors après, ça dépend de type de résidence, mais c'est à peu près 25% du coût du chantier. Donc ça serait ballot de le faire. C'est un peu bête de démultiplier tout ça. Donc dedans, on est inscrit les frais de voirie. Ça dépend quel type de travaux, mais en gros, c'est ça. Donc c'est stupide de démultiplier. Puis alors, surtout avec l'augmentation des matières premières qui deviennent exponentielles. Donc du coup, vaut mieux tout grouper, tout maîtriser, tout contrôler, tout faire en même temps. Alors, dans les pertes, alors, pareil, suivant le type d'immeuble, mais en général, il y a des pertes qui sont de 32% sur la partie mur. Les menuiseries, ça représente 28% s'il y en a partout. Ventilation, couverture. Donc, en gros, tout ça explique aussi pourquoi on a intérêt à tout faire en même temps, parce que si on a une isolation correcte sur chacun de ces points, c'est assez facile d'aller chercher 35%. Alors, une fois qu'on a décidé de tout faire, il y a un ordre des travaux. Donc, l'installation de chantier vient avant. Donc, dans l'installation, il n'y a pas simplement le local des compagnons, mais il y a également les zones de déchets,
les zones de déchets amiantés s'il y a, les zones de déchets non amiantés. Il y a également les zones de stockage qui sont à gérer. Donc voilà, tout ça font partie de l'installation de chantier. Il y a l'échafaudage, qui généralement est tournant, le désamiantage ensuite. Voilà, on désamiante avant de faire les travaux. Et la menuiserie et ventilation se font en même temps. Voilà. Avant que arrive la façade et l'étanchéité de toiture. On recommande quand même de faire l'étanchéité de toiture avant la façade. Parce qu'en fait, c'est la touche finale. Il peut y avoir, si ça se fait en même temps, des risques d'abîmer la façade, en fait, lorsque les compagnons les étancheurs passent des matériaux ou font des travaux sur les débords, ça peut... voilà. Donc, il y a un ordre des travaux qui est celui-ci. Alors, quand il y a un point qui se fait de plus en plus souvent, qui nous est demandé, c'est de répondre en groupement. Alors, un groupement, c'est répondre avec nos différents partenaires. Et de plus en plus, on nous le demande. Pourquoi ? Parce que déjà, alors il y a un pilote. Le pilote, c'est très souvent celui qui fait l'échafaudage, ce qui est logique, puisque nous sommes du début à la fin, même si on n'intervient qu'en dernière partie pour la partie isolation thermique. Mais donc, on recense l'ensemble des documents, les mémoires techniques, les cabis. Les autorisations administratives, elles sont également accélérées, puisqu'on fait les demandes de voirie pour tout le monde. Et à savoir que quand on fait un groupement, si on emmène un partenaire avec nous, en menuiserie ou en ventilation, en réalité, la facturation, elle est directe avec l'entreprise concernée par le lot. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne marge pas dessus. Ça, c'est très important. Ensuite, alors ça, c'est ce point-là, j'ai envie de vous dire, hop, je voulais revenir en arrière. Voilà, ce point-là, j'ai envie de vous dire, c'est surtout pour le syndic et la maîtrise d'œuvre. C'est un avantage pour eux. Le fait que ce soit accéléré, c'est quand même pour la copro. La copro est souvent pressée. Mais ensuite, il y a des avantages techniques qui, pour le coup, concernent tout le monde, parce que le conseil syndical, finalement, vient aux réunions de chantier quand ils peuvent. Mais il y a des réunions préparatoires qui sont simplifiées, et notamment par notre service méthode. Donc, on s'occupe, nous, de la sécurité pour tous les lots, les panneaux, les installations de chantier. Il y a une meilleure coordination entre les lots avec un pilote sur le chantier. Donc, il y a un seul interlocuteur. Donc, ça simplifie les choses. Que ce soit pour le planning, le phasage, etc. Et puis, le point important pour la copro, c'est que l'ensemble du groupement est responsable s'il y a une défaillance du co-traitant. Et ça va également pour le dommage ouvrage. Donc, c'est quand même un point assez sécure, parce que lorsque vous choisissez une entreprise, eh ben, les travaux, ils commencent quand même souvent... après l'OS, enfin, il commence quelques années après que l'entreprise ait fait son devis. Donc, il s'en passe des choses. Donc, c'est important que la copro soit sécurisée. Alors, dans la réalisation, un chantier réussi, faut savoir qu'un chantier d'une rénovation énergétique, c'est une véritable aventure humaine, mais surtout, on en parle assez peu, mais entre les compagnons et les copropriétaires. On va vivre en général 1 an et demi ensemble. Donc la communication est très importante. Donc un seul interlocuteur et une communication régulière dans les halls pour les avis de passage, pour les fenêtres notamment, pour les rotations d'échafaudage, etc. Donc c'est très important que la copro dispose de ces informations en temps réel. Le phasage, il est établi avant le démarrage du chantier. Donc, on coordonne, nous, SPEBI, nous coordonnons l'ensemble des lots. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce planning... C'est très petit, hein, mais... c'est très petit, on va vous faire un quiz pour la case... Ouais, mais alors on met dedans... D8. D'accord, non mais...
tout ça pour dire que c'est assez précis, semaine par semaine, l'intervention de chaque lot. Et alors, il peut y avoir des décalages parce que des matériaux arrivent plus tard ou des intempéries, mais on tâche de se tenir à ce planning. Et s'il y a une modification, c'est important en temps réel. À la fois, le planning est important à la fois pour les copropriétaires, bien sûr, mais bien entendu pour les entreprises, parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, quand les choses ne sont pas calées et planifiées correctement, ça coûte très cher. Et donc l'entreprise a tout intérêt à ce que le planning soit parfait. C'est très important, et c'est très important qu'on n'ait pas des compagnons qui soient en train d'attendre que le lot précédent termine avant d'intervenir. Là, tout le monde perd de l'argent. Hein ? Et puis, ça énerve les copros, ça agace tout le monde. Donc, c'est important de travailler sereinement, de bien planifier. Nous, notre service méthode qui coordonne tout ça passe 1 mois de préparation avant un chantier. 1 mois. Voilà un exemple typique de coordination et de phasage. Donc là, vous le voyez bien là sur l'écran. Donc, il y a une phase 1, voilà, 4 bâtiments, 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Voilà, on fait tourner une zone, bon là, dans ce cas précis, c'est assez simple de centraliser les bungalows, les aires de stockage, etc. Donc voilà, tout ça, c'est coordonné avec l'ensemble des lots, et l'installation de chantier, c'est également pour l'ensemble des lots. Là, typiquement, vous avez une zone de stockage où vous avez des portes-fenêtres, de la menuiserie, des isolants, des chevilles, etc. Il n'y a pas une zone de stockage par lot. Voilà, alors sur l'ordre des travaux, sur la coordination, le fait de poser les menuiseries et les ventilations, c'est également vrai que lorsqu'il y a du bardage. La question n'était pas posée, mais c'est également vrai lorsqu'il y a du bardage. On parlait de coordination de sécurité. Il y a maintenant de plus en plus des recommandations de tour d'escalier, c'est ce que vous voyez à gauche. Jusqu'à présent, les compagnons, les maîtres d'œuvre montaient à l'intérieur de l'échafaudage. Bon, de plus en plus, il nous est recommandé. Donc, quand c'est recommandé, ça veut dire que ça ne va pas tarder à être obligatoire. Donc, c'est des mises aux normes tout à fait logiques. Également, nous nous occupons des alarmes et puis des ascenseurs monte-charge. C'est pareil, il y a une réglementation qui existe lorsqu'il y a des matériaux assez lourds à poser pour le confort et la sécurité des compagnons. Donc du coup, pour le confort et la sécurité aussi des copropriétaires. Ça va de soi. Rénovation courte. Alors, différentes choses sur la rénovation énergétique. Un cas d'un immeuble classé dans Paris où on nous demandait d'isoler la cour intérieure. Il ne nous était pas possible de passer par l'entrée, donc on met ce qu'on appelle une sapine, voilà, et donc on passe par le toit. Donc lorsque vous voyez ce type d'échafaudage, c'est fait pour ça. Et puis à droite, il y avait une question sur les isolants biosourcés, Xavier. Oui. Mais elle était masquée en fait par les. Je l'ai pas vue, mais peut-être que je peux y répondre si Benjamin la retrouve. Et peut-être la réponse. Parce qu'en fait, les choses évoluent énormément en termes d'isolation. Et là, par exemple, c'est une isolation avec un enduit fixite. Donc c'est une mousse alvéolée, donc qui est projetée. C'est assez révolutionnaire. Bon, c'est très cher, mais l'idée est plutôt intéressante parce que ça évite de transporter les matériaux. Voilà, donc on a fait notre première expérience à creuser. Oui, il y a de l'innovation encore continue. Il y a énormément d'innovation, ça c'est très récent. Voilà, donc c'est une cour intérieure. Ça nous a évité d'emmener des isolants. Et puis c'est assez, c'est plus pratique. Enfin, c'est plus aisé de se mettre d'accord avec les ABF pour restaurer l'intégralité
de la façade. Voilà, on arrive plus facilement à la reproduire. En fait, c'est un peu comme un monocouche, c'est assez curieux, mais avec des alvéoles. Sur les ABF, donc différents sujets en vrac. Un autre sujet, les ABF, là, pour l'acronyme, pour le public, tout le monde ne connaît pas. France, ouais. Ouais. Parmi les choses qu'on peut faire, alors, mais il n'y a pas que les ABF, il peut aussi y avoir les copropriétés qui tiennent à ce qu'on retrouve l'initiale de leur façade. Mais là, par exemple, on peut faire de l'isolation avec des briques des plaquettes de parement. Voilà. Donc ça fait partie des choses possibles. C'était dans Paris. Voilà. Et puis, une autre astuce révolutionnaire, donc ça bouge beaucoup chez les fabricants. J'entendais monsieur de la CAPEB qui disait tout à l'heure. Il existe également des systèmes avec des pochoirs. Donc on reproduit le système plaquette de parement, le système de briques, avec des pochoirs. Et c'est un chantier, par exemple, celui-ci, on l'a réalisé à Choisy-le-Roi, ou dans une zone qui était classée. Et donc on a reproduit pas l'identique. On a reproduit l'esprit de la brique. Alors, ça c'était une petite parenthèse sur l'évolution des matériaux. S'il retrouve la question sur les biosourcés, après, d'accord. Ouais. Alors là, c'est un chantier très intéressant parce que en fait, là, il y a eu tout. Il y a eu la ventilation, il y a eu les changements de garde-corps. Et ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Alors, dans les choses que l'on peut faire maintenant, il y a donc à réfléchir, messieurs, madame les copropriétaires, excusez-moi, c'est l'histoire des coffrets. Donc, jusqu'à présent, il y a des coffrets roulants, il y a une perte de lumière, ça bouge un petit peu. Alors, pour le coup, les pré-cadres et les volets sont le lot du ravalement, souvent comme ça. Et on nous demande de poser les coffrets roulants. Alors ça, c'est pareil, ça a énormément évolué. Et aujourd'hui, il y a des systèmes qui nous permettent de poser les volets en intérieur et qui, du coup, empêchent. Donc ça permet de garder une totale luminosité que vous aviez jusqu'à présent. On augmente, si j'ai bien compris, on augmente l'ouvrant finalement, la partie de la fenêtre. On ne touche pas à l'ouvrant. Alors, ouais. On fait ou on ne fait pas le changement de menuiserie, mais pour le coup, lorsque est voté le changement de volet, eh bien, il y a cette possibilité-là, parce qu'il y a des copropriétés qui ne veulent pas avoir de coffret devant leur fenêtre. Et à ce moment-là, il existe aujourd'hui une possibilité avec un fabricant, Alpac pour ne pas le nommer, qui donne cette possibilité-là. Ça bouge également. Juste pour donner la parole à Lorena, en écho, là, vous traitez aussi les coffrets là, quand vous faites le lot menuiserie Alors oui, donc Eric décrit une solution en fait d'intégration des volets roulants dans l'ITE. Alors effectivement, ça peut être des contraintes architecturales imposées par la résidence elle-même ou par les villes, notamment Évry sont assez pointilleux sur ce sujet-là. Ils veulent plus voir de coffres apparents. Et effectivement, il y a différents systèmes. Alors tu as cité effectivement Alpac, qui est un système de pré-cadre complet à mettre en façade. Ou bien, nous, on travaille avec un système de volets roulants sous face démontable que l'on vient mettre aussi. Bon, peu importe. En tout cas, c'est un vrai sujet et on voit que la technique évolue dans ce sens-là pour, pas perdre de clair de vitrage. On le voit sur le schéma de gauche, le coffre mange sur la fenêtre. Sur le schéma de droite, il est dans l'ITE, il ne mange pas de luminosité. La seule contrainte, quand même, je tiens à le préciser, c'est que le volet roulant doit nécessairement être électrique parce que passer un treuil au travers du linteau, ça peut être un peu compliqué. Donc, bien souvent, on les met électriques. Bon, c'est
la seule suggestion technique. Je passe la parole là, sur les volets. J'avais une question du public aussi sur les volets roulants. Aussi, il peut y avoir des apports d'air par le volet roulant aussi. Oui, tout à fait. Oui. Ça c'est à calculer, j'imagine. Oui, dans les débits effectivement dont on a besoin pour faire la ventilation, pour assurer la ventilation dans les logements. Il y a une partie qui peut venir effectivement des fenêtres, mais il y a également des volets roulants. Oui, tout à fait. Voilà. On va continuer sur la présentation, Eric. Juste pour finir cette presse. C'est un focus sur les volets roulants, mais c'est un gros sujet. Voilà. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur le C+D. En fait, le C+D, c'est une norme liée qui touche la réglementation incendie. En gros, en fait, il y a 22 cm qui est donc souvent vous voyez, sur les isolations. Lorsque il s'agit de polystyrène ou même de l'isolant bois, on met ce qu'on appelle des bandes de recoupement en laine de roche qui sont d'une largeur de 22 cm. En fait, c'est pour limiter et éviter la propagation des flammes d'un étage à l'autre. Alors, lorsque la façade est totalement isolée en laine de roche, il n'y a pas de souci. Mais il peut y avoir quand même un souci. Si c'est 22 cm, on ne les a pas. Et ça, c'est l'exemple typique d'une typologie d'immeuble qui existait dans les années 70, où l'on avait des porte-fenêtres qui se superposaient. Et donc, une des astuces auxquelles, pour le coup, nous avions été consultés pour trouver l'idée qui va bien, c'était d'aller chercher un débord, d'aller chercher ces 22 cm avec un débord en alu. Voilà. Donc, on améliore aussi la réglementation incendie en faisant de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, je te laisse avancer sur les diapos parce qu'il en reste quelques-unes. Voilà. Alors pareil, là, un autre chantier où on avait également emmené la menuiserie, la ventilation. Ce qui est intéressant sur ce chantier, c'est que même les formes arrondies, en fait, on peut les épouser. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'arrondis. Donc, on ne dénature pas l'immeuble et on va chercher des idées qui vont bien. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand même, il faut aussi se dire les choses, c'est que les formes arrondies, on ne va pas les chercher avec la laine de roche, on va souvent les chercher avec c'est le polystyrène qui nous permet d'épouser, de faire du sur-mesure. Donc, on fait les arrondis sont souvent faits même tout le temps, je crois, en polystyrène. Voilà. Mais c'est dans le cahier des charges du maître d'œuvre. Hein. Voilà. Alors, typiquement, là, c'est aussi un chantier. Alors ça m'a assez amusé parce que en fait, c'était un ancien bâtiment militaire. C'est assez amusant. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de problème de ventilation parce qu'il n'y avait pas de ventilation du tout. C'était des militaires, donc ils ouvraient les fenêtres. C'était que ça. Et donc là, c'est une ventilation qui a été créée de A à Z avec une sortie via le pignon vers la toiture, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Ça arrive souvent, Thomas, oui, ces 4 bâtiments où il n'y a pas de ventilation du tout. Non, c'est assez rare. On retrouve effectivement un certain nombre de logements où la ventilation n'est pas présente, donc on peut effectivement créer des conduits ou on peut créer des systèmes de ventilation plus tard. Juste rappeler, aérer, c'est quand même pas ventilé. Donc il faut être vigilant sur ce point-là parce qu'on peut rencontrer après des problématiques de santé, comme on a pu le voir auparavant. Donc il faut effectivement, dans le cas où il n'y a pas de ventilation ou de systèmes de ventilation qui ne sont pas présents dans les logements, il faut les créer. Ouais. C'est une vraie amélioration. Hein. Il faut quand même savoir que lorsqu'on amène la rénovation énergétique, il y a règlement, on améliore la performance technique du bâtiment, mais avant toute chose, on n'en parle pas assez, mais on met vraiment le bâtiment aux normes. Hein. À tout point de vue. Là, par exemple, il y a eu également le changement de garde-corps parce que les garde-corps étaient complètement plombés. Et là aussi, un point intéressant, souvent, les copropriétaires se disent « Ouais, mais s'il y a une isolation de 14 cm, moi, je vais perdre 14 cm sur mon balcon. » Alors, il y a des astuces puisqu'on change les garde-corps.
on vient se fixer ce qu'on appelle à l'anglaise, non pas filer à l'anglaise, mais se fixer à l'anglaise, c'est-à-dire se fixer sur la dalle. Et on vient là, dans ce cas, largement récupérer les 14 cm que nous avons perdus. Voilà, un petit truc. C'est une petite astuce. Ok, les diapos. Hop. Voilà. Lorsqu'on a les changements de garde-corps, donc c'est important, il y a toujours un balcon témoin. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez que dans celui-ci, c'est également fixation à l'anglaise. Donc, généralement, il faut essayer d'essayer de se fixer à l'anglaise. On gagne quelques centimètres qui sont souvent appréciables et qui permettent justement de s'installer plus aisément. Voilà. Alors, il existe aujourd'hui une multitude de garde-corps, vitrés, non vitrés, voilà. Mais souvent, souvent, ils sont changés, quoi. Ils ne sont pas simplement restaurés, déplombés, bon, à moins que ce soit une œuvre architecturale, mais ils sont clairement changés. Voilà, j'en ai terminé. Merci Eric, on va arrêter la diapo. Alors, cher public, donc on a passé pas mal de temps ensemble. Je voulais poser une dernière question. Il y avait un micro là, il y a un problème sur le micro. Voilà. Je voulais poser une dernière question, dernier tour de table avec pour la CAPEB du Grand Paris, Martial. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. C'est comment choisir une entreprise, parce qu'on a parlé. Et puis il y a aussi les notions de comment on lit un devis, comment on lit une facture, les problèmes d'assurance. Bon, c'est des choses qu'on a un peu abordées. Est-ce que vous, au niveau de la CAPEB, là, vous avez des recommandations là-dessus? Et puis cette question, elle vaut aussi pour vous sur la FFB du Grand Paris. Alors oui, il y a un certain nombre de points de vigilance. En fait, dès l'instant où vous travaillez avec des entreprises de travaux, eh bien, il faut que la confiance s'instaure. Et il n'y a rien de tel pour instaurer la confiance que déjà vérifier que l'entreprise, elle est saine financièrement, qu'elle sait faire le travail techniquement, qu'elle ne va pas sous-traiter je ne sais qui, qu'elle est qualifiée pour faire le travail. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont à vérifier, et tout particulièrement dans la rénovation énergétique. Pour chaque corps de métier, il y a des qualifications qui sont recommandées pour les entreprises. C'est un élément important parce que la qualification, même si ce n'est pas obligatoire dans les marchés privés, ça permet de valider auprès des assurances que l'entreprise sait faire le travail en son propre. C'est-à-dire que c'est elle qui fait par elle-même le travail qu'on lui donne. Elle ne va pas prendre le marché, vous signez un bout de papier et puis appeler n'importe qui pour faire le travail à la place, avec ou sans contrôle. Donc l'importance de la qualification, elle est là. Déjà, c'est de s'assurer que l'entreprise est qualifiée avec ses propres moyens pour faire le travail. Ça, c'est déjà le métier. Et il ne faut surtout pas confondre métier et isolation ou rénovation énergétique. Donc, Martial, je vous coupe, mais c'est-à-dire qu'il faut alerter donc, les copropriétaires sur effectivement une entreprise qui prendrait un chantier sur lequel elle n'aurait pas les qualifications. Ça veut dire qu'elle va sous-traiter nécessairement. Nécessairement. Et elle peut même sous-traiter à une entreprise qui va prendre plusieurs lots de l'opération globale. Et sur ces plusieurs lots, cette entreprise sous-traitante peut même elle-même sous-traiter. Auquel cas, au bout d'un moment, vous n'avez plus aucune visibilité sur qui fait quoi sur votre propre bâti. Est-ce que le copropriétaire a le choix des cascades, c'est des cascades de sous-traitance? Est-ce qu'il peut imposer quelque chose? Il n'a pas le choix, mais il a le contrôle. Oui. Il a le contrôle parce que aucun sous-traitant ne peut travailler sans avoir été présenté à l'approbation du maître d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Donc vous avez tout à fait la possibilité, et c'est même un devoir que vous devriez vous faire par vous-même, de vérifier que l'ensemble des intervenants sur le chantier sont qualifiés pour ce qu'ils vont faire. Alors, comme le disait SPEBI, nous on est plutôt partant pour un fonctionnement en co-traitance. Voilà. Avec ou sans pilotage. Ouais. Voilà. Oui, parce que là aussi, il y a une transparence. Là,
je rebondis, il y a une transparence aussi sur les tarifs. Finalement, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas de marge, comme disait. On n'empile Eric, pas les marges. ouais. On n'empile pas les marges. Chaque entreprise a son contrat et sa facturation. Ouais. Donc vous avez le prix de l'entreprise pour faire le travail. Alors, il peut y avoir pilotage ou non par une entreprise. C'est vrai qu'en général, c'est le lot maçonnerie, échafaudage, ITE qui fait le pilotage, mais il n'y a pas de nécessité. Au niveau de la CAPEB, notamment, on a des groupements qui ne sont pas juridiques, donc qui ne sont pas avec obligation de support mutuel ou voilà, mais on travaille aussi en collectif d'entreprise. C'est une autre forme de groupement. Le collectif d'entreprise, il peut être engageant pour toutes les parties prenantes, avec obligation éventuellement de reprendre une entreprise défaillante, mais elle est plus large que la simple co-traitance d'entreprises de travaux. Le collectif, il va vous amener des bureaux d'études thermiques, des bureaux d'études structure, un architecte, des coordinateurs, tout un tas de métiers qui vont autour de l'opération globale de rénovation du bâti. Ouais. Ça inclut par exemple un géomètre pour faire les plans de façade. Donc quand on fait l'étude du bâti, ça va jusqu'à faire éventuellement refaire des plans. Sur le bâti ancien, et c'était indiqué tout à l'heure, à Paris, les plans initiaux, soit on ne les a pas, soit ils ont tellement été changés par les occupants qu'on ne s'y retrouve plus. Ouais. Donc refaire tout ça, voilà. Et quand vous avez des entreprises qui vous posent ces questions, c'est déjà un gage de sérieux. Les qualifications, je veux revenir à ça parce que c'est important, ne pas confondre RGE et qualification. Le RGE, d'abord, c'est très vaste et ça ne veut rien dire. RGE, reconnu garant de l'environnement, c'est multiple. Le RGE, c'est un dispositif qui permet pour une entreprise de dire dans cette partie d'amélioration énergétique, je suis compétent et je sais le faire. C'est un plus par rapport à une qualification métier. Je vais prendre un exemple. Nous, on fait toute l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les murs, les planchers bas, les combles perdus en intérieur, en extérieur, etc. On fait les fenêtres aussi. Mais je ne fais pas de chaudière. Je suis RGE, mais je ne suis pas habilité dans une opération globale, à mettre en place une chaudière. Une hybride, voilà, tout ça, je ne suis pas habilité à faire de la ventilation. Donc il faut bien se rendre compte, quand vous questionnez les entreprises, vérifiez pour quelle partie du RGE elles sont reconnues. C'est ce qu'on appelle les catégories de travaux. Donc il y en a pléthore, elles sont numérotées, voilà, 101, 102, 103, 111, 115, voilà. Et vérifiez bien le savoir-faire des entreprises sur ces parties catégories. Les catégories sont auditables. Je parle parce que moi, je les vois passer, les dossiers en commission Calibat. Et il y a pas mal de sinistres parce que être RGE, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on met RGE sur le devis ou sur la facture qu'on est RGE. Donc il faut vérifier ça. Les documents qui vous sont fournis par les entreprises aussi, c'est aussi un gage de sérieux. Est-ce que toutes les mentions obligatoires sont présentes ? Est-ce que les contraintes nécessaires pour obtenir les financements, les CE, etc., il y a un formalisme qui est bien particulier. Et s'il n'y est pas, vous n'aurez pas vos aides. Elles vont être tout simplement rayées, vous ne pourrez pas obtenir les subventions. Tout ça, une entreprise qui est sérieuse sait le faire et vous l'aurez sans le demander. C'est des éléments qui doivent vous mettre une puce à l'oreille pour le choix des entreprises. Irène, pour faire tourner le micro, voilà, on peut parler des assurances, effectivement, pour faire tourner le micro, la FFB du Grand Paris. Je vais juste me permettre de rebondir. Effectivement, RGE, c'est un label. Et en fait, l'entreprise doit être qualifiée dans son domaine et avoir le label RGE dans son domaine d'activité. Ça, c'est la première des choses.
par rapport à la FFB du Grand Paris, nous avons donc l'association qui s'appelle Rénovactif, et Rénovactif met en place chaque année une session de formation pour tous les intervenants, c'est-à-dire du bâtiment, qui sont adhérents à la FFB. Et ici, on a fait un tour de table, donc on a des spécialistes qui viennent se former, donc que ce soit sur la ventilation, que ce soit sur les menuiseries, la façade, les étanchéités. Et dans cette formation, on fait justement une globalisation pour avoir une rénovation énergique globale. C'est-à-dire que l'entreprise qui est spécifique sur un domaine d'activité, par exemple la façade, l'isolation thermique, elle va se trouver confrontée à tous ces différents domaines d'activité pour lesquels la rénovation, encore une fois énergétique globale, c'est un ensemble de corps d'État différents qui travaillent ensemble. Donc le fait de suivre par exemple cette formation au sein de Rénovactif permet aux entreprises, à la fin de cette session, d'avoir un diplôme qui leur permet de pouvoir prétendre à une qualification et de finaliser avec des dossiers sur, par exemple, l'audit énergétique en maison individuelle, qui est la 8731, ou pouvoir travailler sur d'autres sujets ensemble, en coordination avec les différents corps de métiers liés au bâtiment. Oui, donc c'est un enjeu essentiel de travailler, de faire ensemble. Sur la rénovation énergétique, et effectivement, il faut se former finalement pour ça. Et tout à fait, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la rénovation énergétique globale, ce n'est pas juste un corps d'État de métier, c'est différents corps d'État de métier qui travaillent ensemble pour justement rénover le bâti et avoir une meilleure performance énergétique, un meilleur confort aussi des habitants, une valorisation du patrimoine. C'est donc plus qu'un entretien, c'est vraiment une rénovation, et on peut prétendre sur certaines rénovations énergétiques d'être aussi quasiment performant que dans des bâtiments neufs. Oui, même plus des fois, j'imagine, en termes de performance énergétique, mais pas complète. Alors non, on n'est pas plus performant, mais on tend à le devenir, à être pratiquement sur certains bâtiments, parce que tous ne s'y prêtent pas. On ne va pas reconstruire tous ces bâtiments. En revanche, on peut nettement les améliorer et les faire parvenir à des étiquettes énergétiques proches des opérations qui sont liées au neuf. Une question, allez, on va prendre une ou deux questions. C'est partie privative d'intérêt collectif. Là, c'était pour les menuiseries. Vous avez un micro là. Ensemble, est-ce que c'est subventionnable vers le dispositif MaPrimeRénov' copropriété? Est-ce que ça rentre dedans? Le fait de rendre obligatoire le remplacement des menuiseries. Là, on est sur les parties privatives d'intérêt collectif, oui. D'accord. En fait, au niveau des aides, il y a différents types d'aides mobilisables. Alors moi, je ne suis pas forcément spécialiste et aguerri dans tout ça, mais en tout cas, oui, ça rentre. Il y a, alors, au niveau des menuiseries, il y a MaPrimeRénov' à titre individuel. Après, je pense qu'il y a des dispositifs au niveau d'une copropriété globale, mais ça, je laisserai peut-être plus la parole à... Allez, Célia va répondre. Alors. Oui. Il faut ouvrir le micro. Oui, c'est bon. Tout à fait. Si vous le changement des fenêtres en partie privative comme d'intérêt collectif, ou le changement partiel des fenêtres, ça peut être intégré au calcul du gain énergétique global permis par le projet. Et donc, ça peut vous permettre de sauter le palier des 35% et donc de bénéficier de MaPrimeRénov' copro, tout à fait. Et souvent, c'est une stratégie qui est mise en place par les copros pour atteindre ces 35%. En fait, on s'aperçoit que souvent, le vote d'obligation passe, parce qu'en fait, ça permet de faire ce gap de passer le palier des 35%. C'est souvent là où le vote d'obligation, à vrai dire, passe. Sinon, c'est relativement peu mis en œuvre si vraiment il n'y a pas ce gain et ce gain pour aller chercher les 35%. Thomas, pour la ventilation, vous intervenez souvent, j'avais deux questions, vous intervenez souvent en co-traitance. Et puis une deuxième question, est-ce que dans le DTG, ça c'est une question du public, est-ce qu'il faut dans le DTG inclure l'audit que vous faites sur la ventilation? Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux effectivement de pouvoir inclure dans le document un audit complet des bâtiments ou des appartements effectivement qui sont traités. Du système de ventilation. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et vous intervenez à quel pourcentage vous intervenez en co-traitance? C'est la majorité des chantiers sur lesquels vous intervenez? La co-traitance Ou en rénovation globale
C'est tout le temps en fait en co-traitance. C'est tout en Oui, co-traitance oui. sur vos chantiers, oui. Oui, oui. La co-traitance avec les installateurs en fait. Oui. Oui, oui. Non, avec les installateurs, avec les autres corps d'État. Oui. Ça dépend en fait des cas qui sont traités. Il y a des bâtiments en fait où il y a une rénovation globale donc des bâtiments. Donc là effectivement on rentre dans ce cas-là. Il y a d'autres bâtiments qui ne sont traités que pour de la ventilation, mais c'est quand même plus rare. Donc c'est vraiment au cas par cas. Ouais. On a juste un petit point, on n'a pas parlé d'assurance complètement. Est-ce qu'il y a des points de vigilance pour le public en termes d'assurance Martial, allez. Oui, tous les travaux qui sont liés à la rénovation énergétique rentrent dans le cadre à 98% des assurances décennales. Donc il faut vérifier absolument que chaque entreprise qui intervient est qualifiée et surtout assurée en décennale pour les travaux qu'elle va faire et qu'elle est assurée à un bon niveau de couverture. Il y a de plus en plus, avec l'ouverture de l'Europe, d'assurances qui viennent de pays un petit peu exotiques et qui n'ont pas le niveau de couverture. C'est-à-dire, si vous avez un sinistre, vous allez être remboursé à 50 000 €. Sur un bâtiment, ça ne vaut rien. Ouais. Donc les niveaux de couverture sur les sinistres sont importants à regarder. Voilà. Voilà. On peut applaudir les conférenciers parce qu'on arrive au terme de cette conférence.